Merci de m'avoir bully tout le monde au secondaire. Et en plus, le pire, là, c'est que si jamais quelqu'un de mon secondaire va checker ça, on va dire c'est même pas vrai, t'as vraiment pas bully elle. Carton rouge à ces gens-là, OK? Moi, je donne des cartons rouges à toutes ces personnes-là. Tout de suite, maintenant, c'est parce que j'ai jamais pris le rôle de la victime. Mais moi, on va me dire, j'avais bully ma gang de Christ. Mais c'est pas grave, parce que je suis devenue qui je suis à cause de ça. Puis ça a été un problème dans ma vie, là. C'est que tu me lances une roche, moi, je te réponds, genre, avec une bombe nucléaire. Hey, what's up, guys? Vous écoutez Growing the Pack. Je suis votre animateur Julien Bournival, puis si vous êtes ici, c'est parce que vous avez compris une chose. Un autre niveau est possible. Un autre niveau de vie spirituelle, relationnelle, émotionnelle, financier. Un autre niveau est possible et c'est votre devoir d'essayer d'y accéder. Maintenant, vous pouvez continuer à blâmer votre boss, la lune, les étoiles si vous voulez, mais il n'y a rien qui va changer tant que vous déciderez pas de changer. Let's fucking get it! Hey, what's up, guys? Bienvenue à un autre épisode de Growing the Pack. Aujourd'hui, c'est un format qui est un peu différent. Vous allez pouvoir voir, dans le fond, qu'on a un invité qui est vraiment spécial avec nous, Coffee Queen, c'est une de mes amies. Le format s'appelle Growing the Pack Against the Odds. La raison est vraiment simple, c'est parce que le podcast, c'est un mouvement où on veut amener les gens à prendre responsabilité, puis en même temps, on veut mettre une lumière sur les entrepreneurs, puis le rôle important qu'ils ont dans la société. Puis souvent, on a tendance à regarder les entrepreneurs ou les gens qui ont du succès, puis on regarde le après-travail, on regarde le succès qu'ils ont, on regarde dans le fond la notoriété qu'ils ont été capables de gagner, puis on a tout le temps l'impression qu'il y a des overnight success, mais un overnight success, ça n'existe pas. C'est des années de travail. Puis le but, c'est d'être capable de mettre un peu une lumière sur ce process-là, parce que je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit depuis le dernier épisode en disant que ça les avait vraiment inspirés, qu'ils se reconnaissaient vraiment dans mon parcours, puis je pense qu'il y a d'autres gens qui ont d'autres parcours qui sont vraiment similaires aux miens puis qui méritent vraiment d'être partagés. Fait que c'est de ça qu'on va parler. Avant de commencer puis de faire la passe à Coffee Queen, si j'aime ça ton nom. Dans le fond, je vais juste faire une parenthèse, OK? Il y a bien du monde qui m'écrivent et qui me demandent et qui ne comprennent pas comment que ça se fait que mes captions sont en anglais, pourquoi que je mets des sous-titres en anglais quand on est au Québec, etc., etc. OK, de un, on est une petite province bilingue, okay, de un. De deux, on est la seule crise de place qui parle en français dans l'Amérique du Nord à grandeur. Okay? Puis de trois, mon contenu s'adresse principalement au monde qui travaille avec moi. On a des bureaux à Montréal, on a des bureaux à Québec, on a des bureaux à Gatineau. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que de me promener de bureau en bureau pour donner l'information, c'était beaucoup moins time efficient que de pogner une crise de caméra puis de crier à la caméra. OK? Puis malheureusement, le développement personnel que je fais, il est tout le temps en anglais. Fait que le trois quarts du contenu, comment je le pense en anglais. Puis éventuellement, notre but, c'est d'aller aux États-Unis. Fait que dans cette optique-là, je prépare le terrain tranquillement puis je parle en anglais. OK? Fait que, petite réponse à tout le monde qui se pose cette question. Voici la raison. Maintenant. Faut être têteux! Maintenant, fin de l'introduction. Coffee Queen, hey, ça tombe bien, check. Moi aussi, je voulais faire mon frais. OK? Je voulais vraiment faire mon frais. Je sais pas c'est quoi ce café-là, mais depuis que j'ai été capable de faire ça, je m'en vante à tout le monde. Je fais des cafés, genre, là, c'est un peu moins beau, là, parce qu'il y a eu. Il est beau, il est beau. Il est beau, des cafés 3 étages. C'est quoi ça quand tu fais ça 3 étages de même? En fait, c'est juste parce que dans la vraie vie, tu es supposé de mettre du lait dans ton café après, OK? Mais pour faire des petits étages, tu peux mettre le lait avant puis le café après, puis là, tu vas avoir des petites séparations. C'est juste une méthode de présentation marketing. Vraiment. Parce que le 3 quarts du temps, je finis par le brasser. C'est juste du marketing. That's all it is. Quand la mode des verres transparents a commencé, l'espresso puis les coffee shops, les coffee shops n'ont pas des verres transparents, là, mais c'est devenu la mode de faire des étages parce que c'est beau visuellement. Mais en réalité, c'est pas ça que tu veux faire parce que ça se mélange moins bien. Il faut que je donne des gros coups de cuillère. Puis normalement, tu mets ton café, tu mets le sucre, puis après, tu mets ton lait. En tout cas, mais ça, c'est coffee étiquette, là. Mais ça a de l'air niaiseux, OK? Je n'y connais rien en café. La dernière fois, je te posais la question, c'est quoi un beau cas? Fait que je suis vraiment de marde là-dedans. Mais ça fait-tu une différence sur le goût? Ouais, la magnifique cafetière. Ouais, c'est une mocha, sauf top. Une cafetière mocha, absolument. Excuse-moi, c'est quoi ta question? J'ai mal compris. Ah non, mais tu m'as ébloui avec ça parce que c'est le cadeau que je vais faire à ma mère pour J'aime ça, moi, du online commitment d'abord. Regarde, moi, je suis hand model. Look at this. Mes mains sont toujours peintes de la même couleur que les affaires.
Je te laisse. Fait que, maman, si tu m'écoutes, dans le fond, ça va être ton cadeau de fête. Puis Catherine, ma soeur, si tu m'écoutes, on se demandait c'était quoi le cadeau qu'on allait donner à maman, C'est ben ça. je l'ai trouvé. Alors, Non, pour de vrai, ça a l'air niaiseux, mais ouais, y a-t-il une différence dans l'ordre que tu mets le café, le sucre et le. Ça fait une mais différence en pour goût? vrai, c'est café, sucre, tu mélanges ton café, puis après, tu mets ton lait. C'est la technique de faire un cappuccino à l'italienne, comme quand tu commandes ça dans un bar italien. Tu sais, eux autres, OK. avant de te faire ton café, ils te demandent tu veux-tu du sucre dedans, puis ils mettent ton sucre dans le café, là, ils touillent, puis après, ils mettent le lait. Le lait, c'est supposé être onctueux puis crémeux. C'est pas supposé être fluffy. Bref, mais ça, c'est juste des vues puritaines sur qu'est-ce que ça devrait être versus qu'est-ce que Starbucks a décidé que ça allait être, le mélange des deux qui fait le Québec un peu. Got it. L'Européen américanisé, c'est un peu nous autres, ça. OK, ouais, clairement, en fait. Vraiment, vraiment. Là, Coffee Queen, Taina, explique-nous un peu de où ça vient, ça, cette passion-là pour le café et ton surnom de Coffee Queen. Raconte-moi la légende. OK. Là, tout le monde, c'est sûr qu'avec un nom comme ça, puis avec ce que je fais dans la vie, tout le monde assume, puis c'est normal, que ma grande méga passion, c'est le café, OK? But it is not! Avant, je suis passionnée de mon café. Je suis passionnée du torréfacteur de où moi, j'amène mon produit. Mais mon plus grand attrait, c'est pas le café en tant que tel. Moi, je suis une obsédée de modèle d'affaires, de business. C'est ça qui me fascine. Fait qu'en sortant de l'université, j'aurais pu vendre ou faire une entreprise dans n'importe quoi où j'avais eu une opportunité qui se serait présentée à moi, qui aurait été en lien avec mes valeurs. Fait que, je ne vendrais pas quelque chose que je ne crois pas fondamentalement qui est bon pour les gens à qui je le vends. Là. Mais c'est arrivé sur le café parce qu'avant de faire cette entreprise-là, je ne buvais pas vraiment de café. Avant d'aller, puis ça fait partie de la légende, en fait, avant d'aller, Hendrix, va te coucher. Tu fais du bruit. Tu parles à mon gros chien. Va te coucher. Dodo. Excuse. Fait que, ça fait partie de la légende de se dire que, ben moi, avant de faire cette entreprise-là, j'en buvais pas de café. Puis la première fois que je suis allée en Italie, puis j'ai demandé un café pappicciere. Je parlais pas italien non plus, mais on va faire semblant que je parlais italien dans le temps. J'ai demandé un café, on m'a servi un petit espresso serré, une petite créma sur le dessus, ça sentait bon, il y avait de la texture. Ça se buvait en 2-3 gorgées, c'était super chaud, puis là, tu avais un beau goût d'énergie, puis j'ai fait comme « Oh, c'est ça, un café! » Parce qu'on me servait à la cafétéria d'HEC avant mes examens, qu'à la fin de la journée, il fallait que je sorte de mon examen pour aller aux toilettes 20 minutes plus tard. Ah! That's not what it is. C'est jamais une bonne idée de boire un café à un examen, tout ça, même à tout le monde. Fait, bref, fin de l'histoire de l'anecdote. Fait que, dans le fond, je suis tombée en amour avec tout ce qu'il y avait autour de la culture du café à l'italienne, à la napolitaine. C'est ça que moi qui m'a obsédée. Je suis tombée en amour d'un rituel, en fait. Puis le résultat de ce rituel-là, c'était ce café-là. Puis le rituel, le mindset dans lequel ça te met, la qualité du café, puis la façon dont on boit un café, c'était quelque chose qu'il n'y avait pas ici. Comme Non, ça. 100%. Comme moi, je l'avais vécu. Tu vois, moi, c'est la première fois que j'ai été au Maroc, puis que j'ai demandé un café au McDonald's. Puis ils m'ont servi... Sorry, Ah, c'est vrai, je suis pas italienne, là. Moi, je suis marocaine. Là. C'est that's my shit. Là. Puis tout, c'est ma gang. Mais moi, je tripe que tu connaisses le Maroc. Là, ça nous donne ça fait un gros bond. Bref, excuse-moi. La première fois que tu es allé au Maroc. Ben, j'ai demandé un café chez McDonald's. Puis dans ma tête, j'allais avoir le même café qui me servent d'habitude chez McDonald's. Puis j'ai vraiment fait le saut parce que là-bas, les cafés, c'est vraiment comme dans le format que tu es en train de le boire. Dans le fond, c'est tout le temps comme. Dans ma tête, c'est des espressos. Là. Après ça, je suis peut-être un attardé. Puis il y a peut-être une différence entre un espresso et. C'est un espresso. Oui. OK. Mary appelle ça un café. Dans le fond, là, si tu vas en Italie, si tu vas en Europe, tu demandes un café, là, c'est pas un gros team qu'on te sert, c'est un espresso. Ouais, comme en Italie, tu peux commander un espresso, là, mais tu as juste à dire un café. Donne un café. C'est un espresso. Tu comprends? Ça sera pas. Si tu veux un gros café filtre, faut que tu demandes un americano. Parce que c'est pas ça le standard. OK.
OK. C'est drôle que tu me parles de ça parce que, tu vois, moi, j'étais allée au Maroc dernièrement, là, juste avant le COVID. Oui, OK, pas longtemps avant, mais juste avant. J'avais donné une conférence au Maroc de développement des affaires puis de marketing pour les petites entreprises à des très grandes industries. Des industriels qui étaient là, il y avait des gens à l'industrie du gaz, du phosphate qui est très fort au Maroc, des chaînes d'hôtels. Fait que c'est des gens très cadres, hein, très, tu sais, comment ça au Maroc, très hiérarchique, très concept, c'est un peu plus pogné. Ouais. Fait que là, de voir une jeune entrepreneur qui parle de deux bords de la bouche, là, donner un petit coup de choc, c'est agréable, mais tout le thème de ma conférence était sur les dimensions culturelles qui accompagnent, en fait, le café. Puis, ce que tu es en train de me parler en ce moment, c'est une division complète, OK? Parce que la perception de ce qu'est un café pour toi, pour moi, pour un Italien, pour un Marocain, pour un Grec, pour un Turc, c'est pas la même chose. Fait que quand on dit Taina, Coffee Queen, avant du café, c'est lequel qu'avant? Qu'est-ce qu'avant comme café? Right? Fait que c'est à quoi qu'il faut s'attendre? Fait que, tu sais, bref, c'est cool que tu m'en parles parce qu'il y a des concepts de dynamique culturelle qu'on peut venir appliquer à toutes nos industries. Puis moi, je pense que c'est des choses qu'il faut maîtriser pour être bon en vente, là, pour pouvoir maîtriser. Tu sais, comme toutes les questions que tu te poses, tout le monde se pose ces questions-là. Fait que dans mes communications, je fais transparaître quelle est la culture que je rattache à mon café. Oui. Parce que c'est ça qui est important, qui est celle de laquelle je suis tombée en amour et non pas celle de la tasse dans la cafétéria d'HEC. 100%, mais c'est ce que Howard Schultz a fait aussi avec Starbucks, right? Dans le sens que il a été justement en Italie, il a été dans plein de coffee shops, puis là, il a défini dans sa tête qu'est-ce que selon lui était une bonne expérience de café. Puis c'est ça qui a amené aux États-Unis, puis qui a changé la culture du café tel qu'on la connaît. Il est devenu comme une... Je sais pas si tu as déjà lu le livre de Purple Cow. Je sais que... Non, je ne l'ai pas lu. C'est le gars, c'est le livre que lui a écrit, right? Non. Dans le fond, c'est Seth Godin. C'est un gars qui écrit beaucoup sur le marketing. Puis sa théorie de la Purple Cow, c'est qu'éventuellement, tu dois être différent, tu dois être remarquable. Puis que les dollars que tu investis dans de la publicité traditionnelle, ça vaut rien. Parce que c'est de l'argent qui devrait être investi plutôt en expérience client ou dans un produit qui est exceptionnel ou justement dans ton histoire, dans ta personne. Puis, Starbucks était comme une Purple Cow parce que quand ils sont arrivés, ils étaient remarquables. Il n'y a pas personne qui traitait le café comme at large, comme eux, ils l'ont fait. Aujourd'hui, ils ne sont plus une Purple Cow. Maintenant, c'est comme... le standard. C'est devenu un standard, exactement. Fait que la question, c'est est-ce qu'ils vont être capables de se réinventer ou pas? Puis moi, je me demande un peu par rapport à toi, comment tu fais pour justement te différencier par rapport à ça? C'est quoi la culture que tu amènes de ton café? C'est quoi? Parce que tu parlais du rituel, tu parlais de la culture, tu parlais de tout ça. C'est quoi ton approche au café de ça? Il y a une réponse avant le COVID puis une réponse après le COVID. OK, parfait. OK. La réponse avant le COVID, justement, nous, la façon dont on se voulait se différencier, c'est amener le très bon café de spécialité espresso, cappuccino latte dans les bureaux. Fait que nous, on est rentré directement dans l'espace de Nespresso. Je m'explique, nous, on fait des... Nespresso, il essayait de faire ça dans un bureau? Oui. OK, je savais pas. Je pensais que Nespresso vendait aux particuliers, moi. Oui, mais ils ont une grosse division commerciale. Ah, je savais pas. Ouhou! Ça niaise pas là-bas. Il y a des machines à 30 000, là. Ça niaise pas. OK, nice. Fait que toi, tu te bats contre eux. Oui, parce que moi, en fait, ce que je fais, c'est du EcoPod. Fait que mon café va juste dans mes machines. OK? Fait que, dans le fond, c'est des machines à espresso qui viennent de France. C'est du café qui est torréfié à Naples par un torréfacteur établi depuis 1922. Puis on amène ça, puis on fait un beau package en subscription form, genre en SaaS, pour les bureaux, avec des machines qui font des lattés, des cappuccinos, des choses comme ça. Fait que c'est du haut de gamme, eco-friendly, artisanal, pour la grande échelle. C'est un peu l'angle qu'on a avant le COVID. Nice. Fait que, mais un peu dans le même marché que Nespresso, dans le sens que... Dans le B2B, je suis l'alternative à Nespresso. Je suis Nespresso number 2. Le slogan de Nespresso, tu le connais-tu? Non. Nespresso, leur slogan, c'est Nespresso. What else? The answer is clearly fucking the Napoli, OK? It's us. I'm the fucking what else, OK? Fait que on est littéralement le what else du Nespresso.
Okay. Parce que c'est aussi simple à utiliser. On est dans la même tranche de gamme, on est dans la même tranche de prix, mais on vient amener une valeur qui est complètement différente. Donc, torréfacteur artisanal établi depuis 1922, eco-friendly, biodégradable, entreprise québécoise, tu sais. Puis, en plus, on a des machines qui étaient sur le bord d'être connectées au Wi-Fi, qui nous pouvaient faire le procurement en amont. Fait que, tu sais, on a un gros truc vraiment hot. Nice. Mais là, tous nos clients ont fermé. Mm-hmm. Fait que, ce que j'essaie bon, premièrement, c'est pas, tu sais, j'ai pas, I didn't pull it out of my ass en 12 heures, là. Oui, le site web, bon, le jour, je récapitule. Le mardi matin, tous mes bureaux m'envoyaient des messages me dire qu'ils étaient fermés. Je fais du bureau puis du resto. Fait que c'est la clientèle la plus touchée. Une pensée pour tous les restaurants. Ça, sincèrement. Puis après ça, je me suis dit, OK, il faut que je vende du café en ligne. Ça fait des années qu'on me demande de vendre du café aux particuliers, mais j'ai toujours refusé. Tu sais, j'ai des petites machines à café pour la maison avec mes pods. Tout est disponible pour moi, mais j'ai jamais voulu le faire parce que moi, je suis très focus. Je fais une affaire, un produit, puis je m'en crisse du reste parce que c'est là-dessus qu'il faut que je mette toutes mes ressources mentales, sur mes ressources économiques. Il fallait qu'elles aillent sur un seul produit parce que c'était lui qui rapportait le plus. Mais tous les autres éléments étaient déjà autour de moi. Fait que le jour où tous mes clients ont fermé, j'ai dit fuck that, il faut que je vende du café en ligne. Puis j'ai vraiment pas tant un gros following, là, zéro, là, comme même 4000 quelques, même pas 4500 en bas de ça. Mais j'ai des gens qui me suivent dans mon aventure entrepreneuriale depuis 6 ans. Puis qui veulent du café à la maison. Puis je me suis dit, je vais mettre ça en ligne, mais le monde va l'acheter. J'ai mis en ligne, le monde l'a acheté. Sauf que j'avais toutes les ressources autour de moi pour le faire. Tu sais, moi, j'étais déjà brandée comme étant Coffee Queen, fait que j'ai juste donné ce nom-là au café. J'avais un compétiteur avec qui j'avais combattu sur un très, très gros deal, puis finalement, on a gagné toutes les deux. Lui pour le filtre, moi pour le café de spécialité. Fait qu'on a commencé à se parler. Fait que là, j'ai eu besoin de café. Puis évidemment, moi, j'importe mon café d'Italie. Il n'y a pas de café qui se donne là, en Italie en ce moment-là. Tout est fermé. Fait que là, je suis allée voir mon compétiteur, qui est un peu mon ami. J'ai dit, t'es-tu game de me faire un blend espresso napolitain en grains, coller mon logo dessus. Pas de problème. 3 jours plus tard, c'était dans mon entrepôt. OK. Fait que, j'ai mis ça sur pied. Fait que ça, avant, c'était bureau, resto, facilement avoir du café de spécialité pour ton staff ou pour tes clients. Puis ben maintenant, c'est devenu Coffee Queen, qui est plus autour de la communauté entrepreneuriale. C'est comme, hey, regarde, guys, tous les trucs que je vous donne depuis 6 ans, je vais les mettre en sous forme de blog. Puis si tu trouves ça cool, ben ça va être tout gratis. Si tu trouves ça cool, ben achète du café parce qu'anyways, il faut que tu en achètes. Puis le mien, il est fucking bon. C'est ça, le... Débile. Il y a une couple de trucs que tu as touché puis que je veux prendre le temps de creuser là-dedans. La première chose que je trouve qui est vraiment brillante que tu as dit, c'est que tu savais c'était quoi ton marché, tu savais dans le fond comment l'attaquer, puis c'était ça ton seul et unique focus. Moi, c'est de quoi que j'arrête pas de répéter à tout le monde que quand tu chasses 2 lièvres à la fois, tu finis par les échapper les 2. Puis je pense que tu as fait de quoi de vraiment brillant en sachant dans le fond qu'il y avait une opportunité dans le B2B, tu as rentré dedans, tu avais une différence par rapport justement à Nespresso parce que, bon, l'aspect écologique, l'aspect, dans le fond, une entreprise québécoise, tu savais étaient où tes points de différenciation, tu as rentré dedans, puis tu as été capable de créer ton marché. Fait que ça, c'est vraiment une chose brillante que tu as faite. L'autre chose brillante que tu as parlé aussi, c'est l'importance d'avoir fait un pivot. On s'en est parlé quand tu l'as fait. Moi aussi, dans ma business, on a fait un pivot directement quand c'est arrivé. On a trouvé une façon de se réinventer. Puis, souvent, les gens qui sont un peu dans notre situation, parce que, by the way, je ne sais pas c'est quand vous allez écouter ce podcast-là, guys, mais en ce moment, on est pendant le COVID, OK? On est en quarantaine. C'est pour ça qu'on fait une crise de Zoom. J'aurais vraiment mieux aimé être à côté de Daina, qu'on soit capable d'avoir une conversation de humain à humain, non de écran à écran. Quand même de humain à humain, c'est vraiment une bonne communicatrice. Mais ceci étant dit, comme le point étant que quand tout le monde s'est fait crisser en quarantaine, il y a eu 2 réactions. Des entrepreneurs qui ont vu ça comme une vacance, des entrepreneurs qui ont vu ça comme une fatalité, des entrepreneurs, dans le fond, qui ont décidé de s'asseoir sur leur cul et de rien coller, des entrepreneurs qui ont vu ça comme une opportunité pour être capable de se réinventer puis développer des nouveaux vecteurs. Taina, tu as été vraiment fucking brillante de te revirer de bord, de trouver une façon d'être capable de commercialiser aux particuliers pour la simple et bonne raison que, justement, ça, c'est la meilleure façon de développer parce que tu n'es pas en train de chasser 2 lièvres à la fois, tu en chasses
un à la fois. Puis là, tu es en train d'en chasser un nouveau. Puis une fois que la quarantaine va être terminée, une fois que tout ça, que l'économie va reprendre son cours normal, mais tu vas avoir été capable de mettre sur pied un département que normalement, tu n'aurais peut-être jamais eu le temps de Là, mettre. j'ai 2 streams! Et voilà. Amen. Hallelujah. C'est comme ça qu'on fait ça. By the way, Mais, guys, ce qui est fucking important de comprendre, c'est qu'avant, sans le COVID, je l'aurais pas fait. Puis les gens me disent, pourquoi tu le fais pas? Le monde va l'acheter ton café. Oui, mais c'est parce que vendre un sac de café à 16,75, là, ça nécessite énormément d'énergie. Quand que vendre du café dans un bureau, puis que ça fait avec 50 personnes dedans, puis que ça fait vraiment des gros montants de café, c'est comme une énergie similaire. Fait que je peux pas mettre du temps là-dessus. Puis en plus de ça, en ce moment, c'est un bon timing parce qu'il y a toute l'espèce d'aspect de on se rend compte de plus en plus de l'importance des entrepreneurs dans notre écosystème économique. OK? Puis on a de plus en plus, il y a un mouvement en ce moment, puis pour de vrai, je pense que c'est un bon backfire du COVID, là, dans le sens que c'est un bon effet secondaire que ça va nous donner, qu'on va peut-être se tenir plus serré, on va peut-être encourager plus local. J'aime pas le mot encourager plus local, mais comme on va investir dans notre style d'économie locale, puis je trouve ça vraiment beau, puis je pense que c'est un bon timing d'avoir fait ce switch-là. Puis je voulais faire une parenthèse, si j'arrête pas d'entendre même des affaires de genre les millionnaires, les entrepreneurs ont 7 streams of income. Ta gueule! OK? Dans le fond, il n'y a personne qui s'est réellement mis au monde en se diversifiant. Tu deviens, dans le fond, spécifié dans une niche, tu deviens une fucking beast là-dedans. Puis une fois, dans le fond, que tu es rendu vraiment successful là-dedans, mais là, tu peux peut-être diversifier, mais si tu es intelligent, tu vas te diversifier encore une fois dans la même fucking niche, pareil. Bien, il y a 2 affaires. Avant de te diversifier, premièrement, tu dois automatiser les processus de ta première business. C'est la première chose. Fait que, tu sais, dans le fond, il faut que tout ce que tu as appris dans ta première business, dans ton seul stream, que tu as tapé le même fucking clou pendant des années comme un professionnel, tout ce que tu as appris là-dedans, tu viens transposer pour automatiser les processus de tout ça, puis de la nouvelle chose que tu es en train de créer. La deuxième affaire, c'est qu'il faut que tu aies assez d'argent pour que la première, elle roule tout seul, pour pouvoir focus encore une fois sur ta deuxième affaire. Puis une fois que les deux sont construits, les deux sont automatisés, puis les deux sont des bons revenue streams, là, tu feras la troisième. C'est les gens qui sont rendus à 7 revenue streams, ils ont fait ça 7 fois. Ils se sont pas levés un matin en disant, ben moi, je vais faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, en même temps. C'est impossible. Ouais, mais c'est parce que pour de vrai, puis moi, c'est une plaie dans notre société, je trouve. J'arrête pas de chialer comme ça. J'arrête pas de comme c'est rendu un running gag dans notre business, mais les serial entrepreneurs que le monde esti ont genre c'est des philanthropistes, c'est des ci, c'est des ça, c'est des telle affaire, telle affaire, telle affaire. Mais en bout de ligne, tu as 92 projets, mais tu fais pas une crise de scène sur aucun de tes crises de projets. Carton rouge à ces gens-là, OK? Moi, je donne des cartons rouges à toutes ces personnes-là. Tout de suite, maintenant, si l'histoire de ta vie, c'est de raconter aux gens qu'il faut 8 revenue streams pour faire de l'argent puis réussir, OK, je donne un sale carton rouge. Tout de suite. Excuse-moi, j'ai toujours un carton rouge qui traîne avec moi pour donner des cartons. J'adore ton carton rouge. Il y a une autre chose aussi que tu as dit qui est vraiment fantastique. Puis après ça, je vais revenir un peu en arrière parce que je veux qu'on creuse plus loin. Souvent, les gens ils essayent de se focusser sur la quantité et non la qualité. Il y a de quoi que tu as dit qui était vraiment brillant. Tu as dit, dans le fond, j'ai pas beaucoup de followers. OK? On s'en crisse du nombre de followers que tu as. Ce qui compte, c'est à quel point tes followers te suivent dans ton message, à quel point ce monde-là, ils t'aiment, ils sont prêts à t'encourager. Puis c'est pas une question aussi de quantité. C'est une question de qualité. Parce que, you know what, si tu es assez brillant, OK, pour être capable d'avoir des gens qui aiment ton message, qui aiment tes valeurs, qui ont envie de te supporter, you know what, ces gens-là, ils vont être prêts à aller évangéliser d'autres personnes à ta cause. Puis c'est comme ça que le word of mouth, il se fait. Puis c'est comme ça, éventuellement, même, que ton brand, ta culture se spread comme un virus. C'est comme ça que Starbucks, éventuellement, ils ont été capables de scale. C'est comme ça que tu te rends à la quantité, éventuellement. J'ai lu, c'était une phrase, je me rappelle vraiment pas, je l'ai lu, mais j'ai tout compris. Ça disait « Stop talking so that the most people hear you and start talking to who is already listening. » Absolument. Le jour où j'ai commencé à arrêter de faire des trucs sur Instagram, Facebook pour avoir plus de followers, puis que j'ai commencé à parler aux gens qui m'écoutaient déjà, ça l'a flippé. Ouais, 100%. Tu veux pas plaire. L'exemple que je donne tout le temps. Est-ce que tout le monde est un client de Apple? Non.
Fait que si c'est pas tout le monde qui aime Apple, pourquoi moi je voudrais essayer de plaire à tout le monde? Quand tu essayes de plaire à tout le monde, tu fais juste diluer ton brand, puis éventuellement, tu plantes pas ton flag. Il n'y a pas personne qui est capable de réellement s'identifier à toi parce que tu es intangible. Alors puis en plus, tu perds ton authenticité parce que tu te filtres pour pas dire des affaires qui font chier les gens qui te suivent même pas. Absolument. You know what? Moi, je veux que ces gens-là qui ne résonnent pas à mon message, qui crissent leur camp, je m'en fous d'avoir les haters. Il va toujours en avoir. Ce que je veux, c'est pas plaire à tout le monde. Je veux, en fait, que mes fans crient plus fort que mes haters. Voilà. Fait que, je trouvais que c'est important de le souligner, mais il y a de quoi que tu as dit tantôt aussi, comme de quoi que ça se bâtit pas en une journée, ça a pris du temps. Ça fait combien de temps, Coffee Queen? Ça fait combien de temps que tu es là-dedans? Ça fait... 6 ans. 6 ans. Puis, j'ai vu ça aussi, dans le fond, ça n'a pas commencé avec Coffee Queen puis Café di Napoli. Avant ça, c'était Pulcinella Café, c'est ça? Est-ce que tu es encore là? Est-ce que OK. Moi, t'as appris bien des leçons, OK? Vas-y. Quand j'ai commencé cette entreprise-là, j'avais un associé qui venait d'Italie, que j'ai racheté, là, il est parti. Mais lui, il voulait absolument un nom super italien régional. Puis ça, c'est le nom que lui, il avait choisi. Puis c'était une grosse chicane, fait que I let him have it. Fait que ce nom-là, c'est un nom full italien qui résonne avec les Italiens, qui résonne pas pantoute avec les gens ici. Personne n'est capable de le dire, personne n'est capable de l'appeler. Même moi, j'ai de la misère. J'ai essayé. Comment ça se dit? Pulcinella. Pulcinella. Le polichinelle, OK. Tu sais, le masque de béton, là, avec le masque de carnaval, avec le nez, là. Mm-hmm. Tu sais de quoi je parle? OK, c'est les masques de carnaval qui font un peu peur avec le grand nez, là. C'est théâtral, Oui, la comédia un masque de même, là. La commedia dell'arte, ça se peut-tu, hein? Quelque chose dans le genre, hein? C'est pas dans ce genre de masque de carnaval. L'original, c'est le polichinelle. Il vient de Naples, le polichinelle. Si tu vois une photo du polichinelle, tu vas savoir c'est qui tout de suite. Puis il fait des... C'est vraiment cirque vert. Bref, c'est un personnage mythique napolitain que tout le monde connaît en Italie, que tout le monde connaît ici aussi, mais personne connaît vraiment son nom, c'est quoi. C'est comme la représentation du théâtre un peu, OK? Puis, c'est full emblématique. Il y en a partout à Naples, là, everywhere, des gogos, tout ça. Mais ici, personne n'a ça. Puis moi, j'ai appris... Je pensais que le marketing puis le branding, oui, ça c'est super important. Là, moi, je suis sortie d'HSC en marketing, c'est plus important. Mais en réalité, c'est beaucoup plus important d'avoir un modèle d'affaires puis un produit qui plaît aux gens. Puis moi, ça, je l'ai appris parce que j'ai toujours eu des noms bâtards puis des branding dégueulasses, puis ça a fonctionné pareil. Fait que moi, je dis tout le temps aux gens, là, lancez votre affaire le plus vite possible. On s'en crisse que c'est laid. On s'en crisse que c'est pas le meilleur nom qui existe pour l'histoire de la planète, OK? Tu feras pas Nike du jour au lendemain, on s'entend. Mais lance ton produit, aide tes clients, améliore ton produit. Puis à la fin, améliore ton branding quand tu commences à avoir un peu d'argent. Là, le monde, ils vont pas l'acheter parce que... En fait, si tu te rends dans un marché où les gens y achètent parce que ton paquet il est plus beau que le paquet d'à gauche, t'es dans la merde. OK? Fait que trouve les raisons pourquoi les gens vont acheter des trucs, mais oui, ça a commencé. Pourquoi tu dis que t'es dans la merde? Qu'il y avait le pire branding sur la terre. Je suis curieux, t'as dit que t'es dans la merde s'ils achètent juste à cause de ton image. J'ai mon idée sur la chose, mais je suis curieux d'entendre ton opinion. Pourquoi tu es dans la merde? En réalité, si les gens choisissent... OK, c'est pour ça que je voulais pas vendre du café en ligne. Parce que vendre du café en ligne, OK, c'est justement lequel qui a la plus belle ad sur Facebook, là. Lequel qui a le plus beau sac, lequel qui a le plus de variété, lequel qui est plus éco-friendly. Puis tout le monde est dans ton espace. Puis à chaque mois, il faut que tu te battes pour que les gens rachètent ton café et pas le café de Choseville. C'est pour ça que moi, je voulais pas aller dans cet espace-là parce que c'est juste une histoire de branding puis que ce soit beau puis que les gens le voient sur Internet ou sur les tablettes. OK? Moi, je pense que tu es dans le marde quand tu te lances dans une industrie comme ça parce que tu n'as pas les moyens de faire la publicité et d'avoir le plus beau branding dès le début. Mm-hmm. Tu n'as juste pas les moyens de le faire. Dans le café, c'est impossible. Surtout dans le B2B, c'est impossible. Fait que moi, j'ai amené de la valeur avec d'autres choses que notre branding. Puis avec le temps, j'ai commencé à avoir un beau branding parce que là, je commence à comprendre mieux l'identité de ma propre entreprise. J'ai un peu plus d'argent pour mettre ici. Puis là, moi, sinon, je suis en affaire. Mon premier vrai site web que je suis fière pour de vrai, là, dinapoli.ca, il est sorti, ça fait même pas 4 mois. Mm. Avant ça, j'avais des sites web bâtards, mais on est là, on fait des ventes pareilles, on vient même, tu sais, je veux dire,
c'est sûr que tu fais du commerce en ligne, là, tu sais, je veux dire, aie un beau site web si tu fais du commerce en ligne, mais si c'est la seule chose qui est importante pour que ton consommateur choisisse entre A et B, moi, je pense que t'es dans le marbre. Non, mais de toute façon, ça, selon moi, c'est une mauvaise compréhension de qu'est-ce qu'est réellement le marketing. Je t'explique. Le but d'un produit ou d'une business, c'est d'être un problem solver. Fait que ta job, c'est de résoudre des problèmes dans la vie des gens. OK? À l'époque où la première Tylenol est sortie, les gens recherchaient une solution à ce problème-là. Fait qu'à l'époque, la seule chose que tu avais à faire, c'était de mettre une publicité à quelque part où est-ce que les gens allaient le voir, puis le monde allait faire comme « Ah, ben voici la solution à mon problème ». Aujourd'hui, malheureusement, il y a déjà une solution pour 90% des problèmes qui existent. Puis les gens, ils ont déjà leur go-to solution. Ils ont déjà une solution vers où ils vont aller. Fait que si tu essayes de te battre contre Tylenol ou Advil ou Motrin en sortant la nouvelle pilule qui s'appelle barbe luisante pour mal de tête, bien éventuellement, tu ne pourras jamais te battre contre eux. Premièrement, les gens ont déjà une solution, ils l'ont déjà choisi. De deux, il y a tellement de choix sur le marché. Dans le fond, ils vont y mélanger puis ils n'écouteront même pas ton annonce. Puis de trois, ben, si tu essaies de te battre contre eux en termes d'aller chercher de ton image puis en termes d'aller chercher comme de la visibilité, you're fucked. Ils ont beaucoup plus de budget que toi. Puis tu as mis un point vraiment important qui est le marketing. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Puis c'est là où le trois quarts des agences de marketing sont complètement dans le champ. Le marketing, réellement, c'est de l'expérience client. C'est de prendre soin de ton client. C'est de t'assurer que cette personne-là soit capable d'en parler à d'autres personnes puis que ça se diffuse en word of mouth. Le bouche à oreille a toujours été le meilleur fucking marketing de l'histoire de l'humanité. Puis ça ne changera pas. La seule différence avec les réseaux sociaux puis l'Internet, c'est que maintenant, le word of mouth se propage plus rapidement que jamais. Fait que c'est pas vrai que ce que tu dois apprendre, c'est comment les ads ils fonctionnent, puis comment, dans le fond, les algorithmes ils fonctionnent. Parce que c'est pas les algorithmes, mais les ads et les budgets qui shapent les cultures. Ça n'a aucun rapport avec ça. Qu'est-ce qui shape les cultures? C'est les émotions, c'est la connexion humaine, c'est la différence, c'est l'expérience. Puis ça, tu l'as vraiment compris. Et voilà, amen. Tu l'as vraiment compris. Puis je pense que c'est vraiment, ça qui fait ton succès puis qui fait toute ta différence. Mais, OK. Fait Pulcinella Café. Fait que là, après ça, qu'est-ce qui s'est passé avec ton partner? Comment ça se fait que tu as racheté les parts? Ben lui, il venait de Naples, il ne voulait pas vraiment travailler. Fait que c'est tout. Il retournait chez eux. Là. En fait, moi, je suis allée au faisait Dragon. partie du monde qui pensait que la business, ça pouvait se rouler tout seul, puis il n'y avait pas besoin de travailler, puis il allait avoir du risk, du low income life. Genre? OK, parfait. Je l'ai-tu bâché? On a-tu le droit de le bâcher? Faut-tu pas le bâcher? Lui, il comprend rien, il juste Le but, si tu arrives, c'est qu'on soit capable de talk shit ensemble. Ça fait combien de fois qu'on se dit qu'il faut talk shit? Let's go. Let's talk shit. OK, on va talk shit. Moi, en fait, je suis allée au Dragon. C'était mon prochain point. Parfait. Ben c'est un peu rapport avec ça. Tu sais, quand je suis allée au Dragon, les Dragons, ils ont vu qu'on associé, ça ne servait à rien. Tu sais, dans le fond, lui, c'était comme la connexion initiale avec le supplier. Puis, il est resté dans le business, mais il n'a jamais travaillé, il n'a jamais rien fait. Anyways, il n'a jamais voulu rien faire. Là. Je l'ai même envoyé retourner en Italie, faire une formation pour réparer des machines. Il est revenu, il n'a pas été capable de réparer les machines. Là. J'ai dit, wow. Fait que, il ne parlait pas français, pas anglais, il parlait juste italien. C'était juste too much. Fait qu'il est reparti chez eux. Puis là, après, bref, je suis allée au Dragon pendant qu'il était encore là. Puis, comment vous êtes devenus partners si vous ne parlez pas en même langue? Ben, moi, j'ai appris l'italien, en fait. Ah. OK, excuse, continue. Non, mais c'est vrai, t'as raison, en fait, parce que moi, j'ai appris l'italien pour faire cette business-là. Fait que quand moi, je l'ai rencontré, j'ai appris l'italien. Puis, rapidement, là, puis là, à un moment donné, il a dit, je fais l'histoire dès le début, il n'aimait pas le café à Montréal, c'est un gars qui venait vraiment direct de Naples, genre, il avait même pas de permis de travail, là, genre, comme, le gars était ici en touriste, parce que c'était vraiment weird. Mais moi, je vois des opportunités partout, vous voyez, je suis obsédée par ça, mais je m'en connaissais un peu. Fait que dans le fond, lui, il était venu ici par d'autres affaires, puis là, j'ai appris un petit peu à baragouiner l'italien avec, parce que moi, mon dada, c'est les langues. J'ai fait la même chose avec l'espagnol. J'ai appris l'espagnol vite, pour ça, je me suis inscrite au bac trilingue à HEC, puis j'ai fait mon bac en espagnol parce que j'ai appris l'espagnol en un été avec des chums en me saoulant, genre, tu sais, c'est mon genre. Fait que j'ai fait la même chose pour l'italien.
Puis lui, à un moment donné, il a appelé sa mère, puis il a dit oh, maman, au café, on a chipé. Du café est dégueulasse, c'est pas capable, parce que je ne retrouve pas mon expérience italienne. Fait que sa mère, il a chipé une machine à café, puis c'était ce système de Ecopod. Fait que là, moi, je suis devenue obsédée, complètement folle, parce que c'était dans le temps qu'on parlait de Nespresso, puis de Keurig, puis des capsules en plastique, puis l'inventeur de Keurig voulait se suicider, puis que c'était la fin du monde, puis que da. Je dis attends, il y a des capsules, c'est pas des capsules, moi, j'appelle ça des Ecopods, qui sont biodégradables. Le café est super bon, puis on n'a pas ça partout tout le monde. Fait que je suis devenue obsédée folle. Fait que là, j'ai appris l'italien comme du monde, puis je suis allée en Italie. Mais c'est lui le connect entre le torréfacteur puis moi, dans le fond. Tu sais que t'es vraiment un brain? Non, je suis vraiment average, comme en termes de non, vraiment pas. Tu as appris l'italien pour te lancer en affaires, tu as fait un bac trilingue au HEC. Tu es vraiment une excellente communicatrice. En passant, quand tu es venue à notre meeting mensuel devant ma gang, les gars ont trippé. Tout le monde a dit, sérieux, Coffee Queen, elle a explosé. Puis, je te le dis, je suis hyper critique sur ce genre d'affaires-là. Dans le sens que, c'est vrai? pas juste moi, là. Ben oui, vraiment. C'est comme ta spécialité un peu, hein? Ben, oui, puis c'est parce que je pense que je pense que c'est le skills primaire pour être capable d'avoir du succès dans la vie. Puis il y a plusieurs personnes qui se considèrent comme étant des success coach, puis qui, dans le fond, ils sucent à l'infini là-dessus. Puis pour de vrai, pas juste moi, je suis critique. Admettons, tu as vu Danick, tu as vu Louis, c'est d'autres gars qui sont hyper critiques aussi là-dessus. Puis quand il est arrivé pour prendre le mic, aller devant, les gars, ils ont dit « Hey bro, genre, comme, t'es sûr, comme, c'est quoi qu'elle va dire? » J'ai dit, pour de vrai, j'en ai aucune idée, mais comme, fais-moi confiance, ça va le péter. C'est comme, t'es sûr? Je dis, oh, ouais, bro, je te le jure, elle va l'exploser. Son modèle d'affaires ressemble vraiment au nôtre. Fait que, t'inquiète, elle va connecter avec le crowd. C'est comme, OK, on va laisser aller. Puis à la fin, tout le monde me dit, gros, Coffee Queen, elle l'a pété. Fait que t'es vraiment, puis by the way, l'intelligence, c'est pas juste une question d'intelligence comme scolaire. Là. Il y a l'intelligence sociale, tu comprends? Puis cette intelligence-là, tu l'as next level. Puis au-delà de ça, ben, je pense que tu as quand même une bonne intelligence scolaire pour avoir été au HEC et avoir fait un bac trilingue. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'être capable d'apprendre 3 langues. T'en connais combien de langues? 5. Pas tout le monde qui a la capacité de connaître 5 langues dans la vie. Mais c'est mon dada! Mais non, mais je suis chanceuse, check. Moi, je suis marocaine québécoise. J'ai grandi, ma mère me parlait en arabe. J'allais au Maroc, j'ai appris l'arabe en étant petite. Je parlais français, arabe quand j'étais petite. Puis après ça, l'anglais, ben, à l'école, comme tout le monde. J'ai pris 2-3 cours d'espagnol au secondaire. Fait que quand j'étais arrivée au cégep, je me suis fait plein d'amis latinos. J'ai appris l'espagnol là. Puis là, je te raconte l'histoire d'HEC, OK? Moi, mon père, il est prof à l'université. Ben, il est à la retraite aujourd'hui, mais je viens de Québec. Mon père est prof à l'université Laval à Québec. Okay? Puis mon père était prof en anthropologie. Fait que, tu sais, mon père, c'est sciences sociales, Québec. Et là, je dis, moi, je veux crisser mon camp. Je revenais d'un semestre d'échange à Toronto. Je voulais vivre à Toronto. Ça coûtait bien trop cher, les tuition fees. Là, genre, à Toronto, c'est ridicule. Fait que là, j'ai dit, je vais aller à Montréal. Là, mon père m'a dit, ben là, tu peux pas aller à Montréal juste pour étudier n'importe quoi. Fait que là, mon père m'a dit, faut que tu trouves quelque chose de spécial. Il m'a dit, j'ai vu qu'il y avait un bac trilingue à HEC. Là, je suis allée voir. Je dis, OK, papa, je vais faire le bac trilingue à HEC, je vais aller à Montréal. Mon père me regarde, on est comme la dernière été. On est à la fin de la dernière session de cégep, là, avant d'arriver à l'université. Il me dit, tu parles pas espagnol? Je dis, ben, je vais apprendre. Fait que cet été-là, j'ai appris l'espagnol. Mon père m'a conduit à HEC faire mon examen d'entrée, que j'ai réussi avec un C+ en espagnol. Très fort, très fort. J'avais eu un cours d'espagnol en secondaire 4, genre, tu sais. Puis à partir de là, je suis rentrée parce que je parlais super bien. Puis c'était tout à l'oral, c'était tout à l'oreille. Puis, tu sais, je me rappelle, personne ne me croit, je me rappelle, j'étais dans mon examen, il y avait un examen de grammaire, puis il fallait choisir les terminaisons de verbes en espagnol, comme les examens là, qu'on avait au primaire en anglais, là, puis en français. Puis je me rappelle des tunes de Daddy Yankee, parce que, tu sais, quand ils chantent, eux autres, il y a des temps de verbes, là, tu sais, je veux dire. Puis là, j'étais comme, dans la toune de Daddy Yankee, il dit ça comme ça, mais c'était ça la réponse. J'ai C+, Chris. Wow!
Ouais, fait que, Ah, tu sais, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ton bac, c'est pas pour apprendre l'espagnol. C'est comme ton cours est en espagnol, l'examen est oui, en comme avec espagnol, le l'espagnol. livre est en espagnol, le prof parle en espagnol, puis le travail de 45 pages en équipe est en espagnol. Il n'y a pas de estoy aprendiendo, là. C'est comme, you fucking know what's going on. Sinon, t'es out. Mais dans le fond, les deux choses vraiment importantes dans ce que tu as dit, je pense de toute façon que c'est la seule façon d'apprendre. L'immersion. Ouais! Puis, bon, la musique, la culture, t'intéresser à ça, c'est une autre bonne façon d'apprendre. Mais il y a de quoi qui m'a frappé, puis je me pose la question depuis tantôt. Euh, Pourquoi ce désir-là de partir de Québec? Parce que il y a de te dire que, genre, fuck that shit, je vais apprendre l'espagnol juste parce que je veux aller à Montréal. Tu sais, en fond, ton désir, c'était même pas d'aller au HEC, c'était pas de. Non, tu veux calisser ton camp de Québec. Non, Pourquoi? ouais. Ben, OK. Là, hey, je viens d'avoir 30 ans. Wouhou! 30 ans en quarantaine. Ouais, c'est le party. Je viens d'avoir 30 ans, OK? Fait, il y a 30 ans, Foxair, c'est à Québec, il n'y avait vraiment pas beaucoup d'immigrants. Il y avait 4-5 Marocains, 6-8 Latinos, là, tu sais. Mm. Puis regarde-moi la tête, là, je suis une frisée. Tu sais, comme je suis ethnique, je suis staple ethnique, là, tu sais. Je te dis pas, hey, c'est une Québécoise, elle vient de Neuchâtel, c'est pas ça que tu te dis, là. Moi, j'ai grandi à Val-de-L'air, là. Tu comprends? Mais j'ai pas de l'air de ça. Je te Fait file. que moi, à Québec, je souffrais beaucoup du manque de culture qu'il y avait dans le OK. temps. Ça a changé. Il y a beaucoup d'ethnies maintenant. OK. Il y a beaucoup de petits commerces. Mais moi, je passais mes étés au Maroc. Je revenais à Québec et que je trouvais ça stérile culturellement parlant. Puis quand je dis mon père est prof d'anthropologie, fait que chez nous, la culture, c'est l'essence même de tout. Mm. Tu sais, l'anthropologie, c'est l'étude des hommes, de la culture, il y a de la bio mélangée là-dedans. Effectivement, mon père, c'est un spécialiste du monde du Maghreb, d'une certaine partie du monde arabe. Puis il a fait la Guyane, puis une tribu polygame, où est-ce que c'est les femmes qui ont plusieurs maris dans le fin fond de l'Afrique. Tu sais, c'est comme, c'est ça, genre. Fait que moi, la culture, c'est pas l'important. C'est l'essence de ma vie. Et je suis Ouais. le paradoxe culturel numéro 1. Tu sais, je comme mélange l'italienne avec le latino que je suis devenue, parce que moi, mon chum est latino, toutes mes meilleures amies sont latino maintenant. La langue que j'ai appris, puis mélange ça avec l'arabe, puis Québec City, mélanger avec Montréal-Nord, Ouinche-Ouinche. Ça fait vraiment un gros melting pot culturel. Puis c'est ça, moi, mon driver. Je Je sais pas comprends. si j'ai bien répondu. Fait qu'à Québec, dans le Non, temps, tout très ça, bien pour répondu. moi, ça n'existait pas. Puis en plus, j'étais obsédée par les clubs. Moi, je pensais, je n'avais pas 18 ans, je voulais aller dans les clubs. Il y avait juste le Dagobert à Québec, je capotais. Je voulais mourir, je sais pas, j'étais fascinée par le monde des bars. Ça m'obsédait, ça me fascinait. La première affaire que j'ai faite quand je suis arrivée à Montréal, c'est de trouver une job dans un bar. Il Puis, fallait que ce monde-là me fascinait. Je suis rentrée dans le monde des bars, j'ai fait ça pendant toutes mes études. Je travaillais dans les clubs comme barmaid. Fait que je suis rentrée dedans à 100%, j'ai compris, tu sais, ça me fascinait. Fait que là, à Québec, il n'y avait pas de culture, il n'y avait pas de bar, il n'y avait pas de nightlife, il n'y avait rien pour moi, là, OK. j'étais trop différente, puis la fille, elle a les cheveux frisés, arc, c'est dans mes lettres des cheveux frisés, puis je m'identifiais pas à personne, tu sais, on me ressemblait pas, il n'y avait rien. Alors Est-ce que qu'à tu. Montréal, les petites frisées brunettes, là, il y en a une crise de tonne, là, ça aurait tout été mes chums back then, là, tu sais, fait que c'est un peu ça, moi, qui m'a poussé à Ah, partir. à Pointe-aux-Trembles, tu aurais probablement été mon ami. En fait, For je suis, sure! en fait, je suis ami de Pointe-aux-Trembles avec deux de tes amis. Hey, c'est qui l'autre? Elisabetta? Tu connais Elisabetta? Ben oui. OK, Elisabetta et Iris, c'est mes deux best chums. J'ai trois best Ah chums ouais? dans la vie, là. Elisabetta, OK. Iris et Blanca, là. Ben, Iris et Elisabetta, c'est mes chums de même. Iris plus. Iris, je la connais plus. Elisabetta, elle n'est pas restée longtemps, me semble, à Polypat. Mais Écoute, je connais pas leur passé. Moi, je les ai connus. Elisabetta, je travaillais au Rouge avec elle pendant des années. Fait que ça fait 10 ans qu'Elisabetta, c'est ma chum. je suis curieux. Ouais, quoi. C'est pourquoi cet intérêt-là à aller travailler dans un bar? C'est quoi Hey, je cet sais pas qu'une intérêt-là? fois. Je buvais même pas d'alcool. J'ai bu de l'alcool pour la première fois à 23 ans. Mais c'est sûr que ça remonte à ton enfance. Ça remonte avec. Je sais pas, man. Je voulais aller dans les bars. C'était mon shit. Mais je buvais même pas d'alcool. Tu sais, dans le fond, c'est pour comprendre, là, moi, jusqu'à mes 23 ans, j'avais jamais vraiment bu d'alcool de ma vie. Genre, j'avais bu 2 amaretto sour, genre, jusqu'à ce que je commence à travailler au Rouge. Après plusieurs mois au Rouge, là, j'ai commencé à drink. J'ai compris ce qui se passe, hein? Mais avant ça,
Je suis devenue drunk! Mais avant ça, je buvais pas en tout, mais je voulais être d'un bar. Je travaillais à Sassatec pendant 2 ans. J'avais bu Ah une goutte ouais. d'alcool. Hey, ça, c'est le premier bar que j'ai été avant d'avoir 18 18 ans. ans. Ouais, ouais, ouais. C'est malade Ma, mental, la ma Sassatec, blonde à là. l'époque, c'était une Italienne argentine. Puis on allait là-bas les vendredis et samedis soirs, je pense. C'est malade comme bar. Fait que tu vois, regarde-moi, je suis obsédée par la langue latine, par l'espagnol, puis je suis rentrée au HEC en bac trilingue, puis je voulais vraiment aller dans un bar. Fait que j'ai déménagé à Montréal pour travailler dans un bar latino. Tu sais, c'est cohérence. Puis pourquoi cette obsession-là envers toutes les autres cultures? Je comprends qu'il n'y avait pas ça à Québec, mais c'est quoi? Tu avais Ben, un moi, besoin je suis la jonction d'identité. culturelle. Je suis le produit du multiculturalisme, mais j'évolue dans un monde stérile culturellement qui est Québec il y a 20 ans, il y a 15 ans. Est-ce que tu étais comme victime d'intimidation à Ah, l'école big et time, là, big time, big time, ouais. big time. Moi, j'étais brune parce que ma mère m'avait chié pour accoucher, puis j'ai des poils de cul sur la tête, là. Moi, mes cheveux frisés, moi, j'ai défrisé mes cheveux jusqu'à les 2, 3 dernières années. J'ai jamais porté mes cheveux frisés pour vrai. Sérieux? Ah, ouais, c'était fucking laid. Tout le monde haïssait ça. C'est l'enfer. J'avais tellement des beaux cheveux. Je les ai ruinés avec des produits et tout. Ça fitait pas. J'étais juste pas dans le moule. Puis en plus, je passais toutes mes étés ailleurs. Puis encore, j'étais ma douzaine de fucking cousines qu'on s'aimait comme si on était des sœurs. Puis on était très proches. Fait que j'avais une relation à mes amitiés différentes. Moi, j'ai pas de frères et sœurs. Fait que j'ai grandi comme toute seule dans le fond d'une rue. Fait que je sais pas, comme ça, je fitais juste pas. Je trouvais Crise personne. identitaire un peu. Ben non, moi, je savais très bien j'étais qui. Je savais juste pas comment rester qui je suis puis quand même bien être là-bas. Surtout au secondaire, là, c'était vraiment pas Tu savais juste agréable. pas. Ben, c'est ça, mais identitaire dans le sens que tu peux savoir t'es qui, mais savoir où tu fites à l'intérieur de tout ça, c'est une autre question. Je sais pas si tu me suis. Ben, je fitais pas. En fait, il n'y avait pas l'endroit où je fitais. Comme je comprenais où est-ce que j'allais fitter, mais à Québec, ça n'existait pas. OK. Dans mon horizon, là, tu sais, ça n'existait pas. Là. J'étais bien trop bizarre au secondaire, j'avais pas rapport. Là. Pourtant, tu as tellement une belle énergie, tu as tellement comme de l'entre-gens, t'es un petit rayon de soleil quand tu parles. Non, mais c'est vrai, je te le dis parce que je le pense. Puis, comme, je, moi, j'ai la persuasion que, pas la persuasion, je suis persuadé que les choses ne t'arrivent pas, ils arrivent pour toi. OK? Ouais. Dans le sens que toutes les choses qui t'arrivent, à terme, te servent. Oui. Puis, je suis persuadé qu'à quelque part, ces événements-là t'ont permis d'être un peu comme un caméléon. Dans l'optique où tu es capable de fitter avec n'importe qui. Tu le dis, moi, je suis le lien entre toutes les cultures. Fait que je pense vraiment que, justement, ça t'a permis d'être capable de connecter avec les Latinos, les Italiens, les Arabes, tout le monde. Puis éventuellement, ben, ça fait ta force. Ça doit être une des raisons pour laquelle tu es autant que ça une bonne communicatrice. Parce que dans la vie, on aime deux choses. On aime les gens qui sont comme nous, comme on aimerait être. Fait que tu es capable de dégager soit cet idéal-là envers les gens, parce que je suis sûr que tu parles mieux d'un fois italien que des Italiens d'ici. Exact. Fait que tu es capable de dégager ça, que tu es l'idéal de quelqu'un ou que tu es comme cette personne-là. Puis je pense vraiment que ça t'a permis d'être ta force, ça t'a permis de bâtir la business que tu as bâti aujourd'hui, puis d'avoir le brand que tu as, puis d'être Coffee Queen. Puis, 100%. Merci de m'avoir bully tout le monde au secondaire. Puis en plus, le pire, là, c'est que si jamais quelqu'un de mon secondaire va checker ça, on va dire c'est même pas vrai, t'as vraiment pas bully elle. C'est parce que j'ai jamais pris le rôle de la victime. Mais moi, on va vous le dire, vous m'avez bully ma gang de Chris. Mais c'est pas grave parce que je suis devenue qui je suis à cause de ça. Puis la réalité, là, c'est que j'ai jamais été. Tu sais, moi, dans le fond, là. Mais puis ça a été un problème dans ma vie, là, c'est que tu me lances une roche, moi je te réponds genre avec une bombe nucléaire. Fait que tu sais, mettons, tu me fais une jambette dans le cours d'école, je te crisse un coup de poing. Tu sais, c'est comme, j'ai pas de demi-mesure, je pourquoi? réagis à tout, j'embarque jamais. Ben parce que c'est mon seul moyen de défense, c'est de pas être victimisée par ça. Mais ça m'a rendu
ça m'a rendu un peu... c'est une bonne affaire. Ça laisse pas la place aux gens à m'attaquer, tu sais. C'est comme un peu cette espèce de... Ça crée ce vibe-là chez moi, qui est tant mieux. Puis aujourd'hui, mais je suis beaucoup plus relax, là, tu sais, ça me stresse plus ces affaires-là, mais ça a beaucoup travaillé sur ma personnalité, la façon que je réagissais aux choses, puis de jamais me sentir diminuée par ces affaires-là. OK. Mais oui, mais t'as une bonne garde. Ce que je veux dire, c'est que t'as la réponse vraiment facile, t'as la communication facile, puis même tellement que tu drives la communication. Moi, la première fois que je t'ai parlé, tu as drivé la conversation de A à Z. Fait que dans le fond, il n'y a pas personne qui peut te bully à l'intérieur de ça parce que tu nous amènes dans un entonnoir hyper solide. Mais de où vient ce besoin-là de contrôle? Je sais pas si c'est un besoin de contrôle. Écoute, moi, j'analyse beaucoup ma communication quand je suis avec des gens, là. Je trouve qu'il y a des étapes de communication. Fait que, tu sais, la première fois que tu rencontres quelqu'un, ouais, moi, je pense que c'est important de les amener où est-ce que toi, tu peux les amener dans ta conversation parce que tu veux contrôler l'image que tu... Là, je rentre deep, là, je sais pas si ça a rapport avec... Non, c'est parfait. avec le monde écoute, là. Mais je vais te prendre comme exemple. Ouais. Je t'ai rencontré, je savais un peu t'étais quel genre de gars. Je savais qu'il fallait... Je sais pas, je vais te dévoiler tes secrets. Non, vas-y, c'est vraiment intéressant. Je savais que tu étais quelqu'un de solide en affaires, mais je savais aussi qu'il fallait pas trop te donner d'importance. Je sais pas si tu te rappelles, je fais semblant de pas me rappeler ton nom. J'ai fait semblant de pas te rappeler mon nom. Mais oui, mais je te l'ai dit après. Tu as dit quoi, tu te rappelles pas de mon nom? Je suis comme... Ah, je suis pas certain. Là, t'étais tout insulté. J'étais vraiment mon bon nuage. Si je connais ton crise de nom, tu comprends? Mais là, t'étais comme, ah, OK. Là, ça te choque un petit peu. Fait que t'as comme porté intérêt. Bref, il y a comme des étapes de communication. Dans les premières rencontres, moi, j'essaie de toujours avoir un contrôle sur cette conversation-là. Mais après, je sais pas si tu as remarqué dans les autres échanges qu'on a après ça. Attends, je suis curieux. Hein? Je suis curieux parce que tu as eu de la retenue. Tu aurais pu aller plus loin dans ton analyse, parce que je le sais qu'il est plus profonde que ça, ton analyse. Fait que, vas-y. D'où est-ce que tu veux que je rentre plus profond? Ben, dans le fond, c'est juste parce que il faut, quand tu commences à communiquer avec des personnes, moi, Non, mais attends, moi, tu m'as analysé. Moi, tu m'as pris comme exemple. Tu as dit, toi, quand je t'ai rencontré, je savais tu étais quel genre de personne. Je t'avais vu sur Instagram avant. J'avais checké tes affaires. Moi, ce que je me rappelais, là, c'était l'espèce de challenge fucked up. Tu t'entraînes 2 fois par jour, là, puis que ça a l'air d'être l'apocalypse, là. Ouais. Ça, là. Et là, j'étais comme, OK. C'est genre, tu sais, comme c'est... J'avais déjà inventé une catégorie pour toi. Puis, je savais que tu avais bien des affaires à dire, mais que pour que quelqu'un soit intéressant, il fallait qu'il dise des affaires un peu différentes. Qu'est-ce que toi, tu as déjà relaté, tu sais. Fait que je savais qu'il fallait te trigger dans certaines nouvelles pensées différentes de la business. Je savais où te rejoindre, mais en réalité, c'est pas suite à mon analyse, c'est plus parce que on se rejoint réellement sur ces affaires-là. Vraiment, ça a été super facile pour moi de comprendre où est-ce que toi et moi on allait se rejoindre parce qu'on avait une vision assez... Tant de parler en 5 minutes, je savais qu'on avait une vision qui était assez facile. C'est dans le fond, là, les premières minutes, tu parles à quelqu'un, tu veux essayer de naviguer où est-ce que vous avez des affaires en commun, puis tu veux les amener dans ton tunnel de vision. Mais tu sais, 5-10 minutes, là, tu fais pas ça pendant 2 heures. Là. Le monde qui fait ça pendant 2 heures, c'est là qu'il droppe la poque. C'est comme, arrête de parler de toi, ferme ta gueule. Mais fais ça pendant 5 minutes pour essayer d'identifier les endroits où tu peux relate avec les gens, puis là, tu peux construire des fondations plus rapidement après ça. 100%. Nous, on appelle ça pacing and leading. Dans le fond, c'est d'aller rejoindre la personne où est-ce qu'elle est, puis après ça, tu es capable de l'amener à la naviguer vers l'énergie où est-ce que tu veux l'amener. Mais moi, je suis un peu intense comme personne. Hein? Mais c'est quoi? Pour le vrai, je suis hyper... puis ça, c'est une facette de moi que le monde, ils savent pas, ils connaissent pas, puis à chaque fois que je dis ça, tout le monde est surpris. Je suis hyper timide. Je suis quelqu'un qui est hyper timide, puis je suis introverti. Ça se passe tout dans mon monde intérieur. C'est rare que je vais aller vers les gens. C'est rare que je vais commencer à avoir une conversation. Mais si tu engages une conversation avec moi, puis ton discours est intéressant, là, on peut vraiment creuser loin ensemble. Parce que des discussions de surface, j'ai
peint de la misère avec ça. Puis ta stratégie a vraiment bien fonctionné parce que t'as vraiment Moi, je piqué suis ma un curiosité. attention grabber. Moi, j'arrive, 5 minutes, je grab the attention, puis après ça, je m'éclipse. Puis de où ça C'est vient, ça ça? que je fais. Comme ça, les gens, ils gardent une impression forte de toi, mais tu n'as pas le temps de te mettre les pieds dans les plats parce qu'en réalité, tu connais pas, excuse-moi, ça a bougé, parce que tu connais pas réellement les gens, parce que tu n'as pas vraiment eu le temps de faire un assessment. Fait que, tu sais, comme tu grab the attention, identifie les points qui sont intéressants, bam, après ça, tu t'en vas. C'est pas que tu t'arrives en retard et tu t'en vas avant tout le monde dans un party, tu sais, pour que tu sois cool. C'est trop là, c'est comme cool. De où ça vient, ça? Je sais pas, ça, c'est mes tactiques personnelles d'engagement social. T'as-tu appris ça dans les bars? Ben, pour de vrai, là, quand j'étais à HEC, là, il y avait des 5 à 7 pour L'Oréal, pour chercher des stages, puis, oh, ben, il y a telle affaire organisée pour le recrutement de nanana. Moi, j'étais jamais là, j'étais tout le temps vieux coton watté, je m'en crissais, je voulais pas, je travaillais dans un club, mes amis, c'est les gens les plus cool de la ville de Montréal, on allait dans les vrais bars cool, on était cool, OK? On était pas des petits étudiants qui boivent de la bière, OK? Fait que j'étais comme, non, mais tu sais de quoi je parle. Sauf que tout le monde qui était dans mon entourage HEC1, qui allait pas à ses cours avec des t-shirts avec des trous puis des bottes avec des clous rouillés, mettons, là, ça, c'est toujours un petit peu mon genre. Tous ces gens-là, t'es comme, ben voyons, tu vas faire, tu sais, je veux dire, t'es barmaid là, pendant tes études, tu penses pas que ça serait plus intelligent d'avoir un peu d'expérience? Dude, gère 150 clients en même temps, complètement drunk, la nuit, à faire des calculs. Toute la nuit, là, quand t'es barmaid, là, tu fais juste faire des calculs de 4,50 plus 4,75 plus 8 plus le type, moins le type. Là, tu penses à comment tu redonnes le type à la personne pour qu'il te laisse plus de chance. Là, tu joues sa psychologie. Il est drunk, faut que tu le gères drunk. Il y en a 150 autour de toi. Puis en plus, dans le temps, je travaillais au Rouge. Là. Au Rouge, là, moi, j'avais le premier bar en avant. Je te dirais qu'il y avait peut-être 50, 60 personnes qui pouvaient être de la première rangée. Puis il y avait tellement de monde dans ce club-là qu'il fallait servir les deuxièmes et les troisièmes rangées de monde sans qu'ils soient à côté au bar, OK? Fait que ça roulait en tabarnak. Il y avait du monde à gérer en crise. Tu as ton partner. Fait que relation de travail, relation client, relation avec les boss, calculer l'argent, utiliser des tactiques pour que les gens... Parce qu'avoir un bar, c'est comme une chaise dans un barbier, là. Tu payes pour être là, en réalité. Là, tu donnes un cash-out. C'est une journée de marde pour tout le monde. Tu donnes l'argent pareil, là. Tu sais? Puis après ça, les gens, pourquoi ils vont venir à ton bar au lieu d'aller au bar des autres filles avec des plus gros totons au bar? C'est quoi, toi, ta valeur ajoutée au bar, derrière le bar? Moi, j'étais malade mentale. Je me rappelais des drinks de tout le monde. J'ai du monde aujourd'hui, là, je ne me rappelle pas de leur nom, je sais ce qu'ils buvaient encore. Je me rappelais de ce que les gens buvaient, puis j'étais rapide. M'en pas un crise de mojito, oui. Fuck ton mojito. Mais par exemple, vous êtes 12 gars, vous arrivez dans le club, je vous vois du coin d'œil au coach-check, vous arrivez au bar, vos 12 drinks sont alignés, chacun y a qu'est-ce qu'il veut, puis je sais quel shot vous allez commander, par exemple. Tu n'as même pas déposé ton manteau, puis tes Jager Bombs sont là, t'arrives au bar, ton shit est là. Ça, c'était hot. Fait que j'ai compris comment donner de la valeur ajoutée, même si on avait le plus gros sein, même si on avait le plus gros décolleté, puis tout le kit. C'est un mythe, ça, la barmaid. Faut qu'elle soit belle. Non. La barmaid ou le barman, faut qu'il soit bon, qu'il comprenne sa valeur ajoutée, qu'il s'occupe de ses... Excuse-moi, j'ai reçu un appel. Moi, c'est ce que j'ai appris. C'est ça qui est important. C'est ça qui m'a permis aujourd'hui dans ma business de gérer toute ma clientèle en même temps, mais quand même d'identifier ce qui rendait mon service spécial. Fait que ceux qui sont dans, ben là, en ce moment, non, là, mais faites vos études dans la restauration, dans les bars, c'est l'affaire la plus formateur qu'il n'y a pas sur la terre. Puis en plus, quand tu finis tes études, là, hey, j'en connaissais en tabarnak du monde. Oh, que j'en connaissais du monde à Montréal, puis des gens qui ont des business, des gens qui ont des grosses jobs, des gens qui ont d'autres restos, d'autres bars, des gens qui font des trucs. Là. Tout le monde là, il vient se la fin de semaine avec nous autres. Là. Fait que c'est ça valait bien plus que mon stage. Wow. 100%. Chez L'Oréal, où est-ce que j'aurais fait des affaires poches avec un salaire poche, parce qu'en plus, je travaillais 2 nuits par semaine, je faisais la palette. Débile. Mais no shit que tu as le succès que tu as en ce moment, puis que tu as du monde qui te suivent comme ça en ce moment, puis que tu es capable de bâtir ta business puis ton brand. Tu as tellement entre gens, tu as une vision, tu sais où est-ce que tu t'en vas, puis je suis tellement d'accord avec ce que tu as dit avec... tu sais, quand tu parlais du monde du HEC avec leur crise de 5 à 7, là, on s'entend là qu'aujourd'hui, cet style d'univers-là
existe dans le monde entrepreneurial. Puis je pense que la première fois que je t'ai parlé en vrai, c'était même justement dans un événement de même. C'est le premier crise d'événement que j'ai été de ma vie. Comme ça risque pas mal d'être le dernier, selon moi. Parce que, pour de vrai, mon temps, je l'investis à bâtir ma business. Je l'investis à bâtir mon brand, je l'investis à bâtir mes skills, je l'investis à réellement faire de la business et non faire à semblant que je fais de la business. Il y a tellement de monde, sincèrement, ils préfèrent show off le statut d'entrepreneur, mais sans avoir une crise de vrai business, que de réellement faire des choses. Il y a du monde qui est mieux flasher, qui font de quoi que de réellement le faire. Puis, je pense que cette mentalité-là est déficiente. Je pense que, dans le fond, quand tu es comme ça, tu fonces dans un mur. Puis je pense que dans des moments comme on est en train de vivre, des moments de crise, des moments de quarantaine, des moments où est-ce que c'est les moments où est-ce qu'on va voir c'est qui les vrais. C'est qui les vrais entrepreneurs? C'est qui est capable de surveiller le bord? Parce qu'un entrepreneur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui se calisse en bas de l'avion puis qui se fait un parachute durant son vol. Tu sais, puis c'est... Puis réellement, il y a du monde qui passe des années et des années à faire des... Comme tu parlais tantôt, qui font des business plans, ils font le logo, ils font ci, ils font ça. Mais pendant tout ce temps-là, il aurait pu essayer de se concentrer à driver des ventes, bâtir une relation avec des clients, trouver du monde qui veulent travailler avec eux. Puis souvent, ça se fait pas dans un 5 à 7. Ça se fait pas assis sur un crise de bureau, sur une table. Ça se fait en le faisant, puis en allant chercher des vraies expériences. Ça a l'air niaiseux, mais moi, ma vraie expérience, puis j'en ai vraiment jamais parlé, mais ma première vraie expérience la première job que j'ai faite, puis j'ai fait comme « Holy shit, I got this », parce que techniquement, j'ai fait 8 écoles secondaires différentes, Je me suis fait crisser dehors de toutes les écoles où est-ce que j'ai été. J'étais un jeune un petit peu turbulent ou un petit peu dérangeant, en tout cas. Qualifie-moi comme tu veux, mais j'avais des problèmes à l'école. Puis, tous les jobs que je faisais, j'avais un problème avec l'autorité. J'étais incapable de travailler avec un boss. C'était plus fort que moi. Je finissais tout le temps par me pogner. Je collissais mon camp, puis jamais vraiment à bon terme. Pour de vrai, je devais être le pire étudiant que tu voulais avoir dans ta classe. Puis je devais être le pire employé que tu voulais avoir dans ta business. Le pire des pires, le pire. La première job que j'ai faite, que j'ai comme fait « Holy shit, I got this », c'est... je l'ai eu parce que j'ai fait des travaux communautaires. Puis, il a fallu que j'aille faire des travaux communautaires, puis j'ai été faire des travaux communautaires comme étant un animateur de camp de jour. Puis c'est mon ami Joël Drouin-Crête, peut-être si tu m'écoutes, what's up, merci de m'avoir donné une chance. Mais elle m'a engagé, elle m'a donné ce premier job-là. Puis c'est la première job que j'ai faite comme OK, dans le fond, genre, I got this, je suis capable de faire ça, puis c'est le fun, puis ça peut être cool. Puis, c'est la première job que j'avais l'impression que j'étais capable d'avoir un impact. Ce que je veux dire, c'était que j'étais arrivé dans ma première journée comme animateur de camp de jour. Moi, je me disais, ça va être hyper facile, je vais arriver là-bas. Si je suis jeune, j'ai des tatous, je considérais que je paraissais bien. Fait que je me disais, moi, les kids vont triper sur moi, mes chums, ils trippent sur moi, tu sais. Fait que je me dis, je vais arriver là-bas, je vais leur proposer un jeu, tout le monde va jouer, ça va être trippant. Pas de même que c'est passé. Il y a un kid qui s'est battu 8 fois dans la même journée. Je capotais. C'était le chaos. Je n'étais pas capable d'avoir le contrôle sur mon groupe. Puis, finalement, à travers l'été, j'ai travaillé avec ce kid-là. Puis, je l'ai amené à régler ses problèmes de comportement parce que moi aussi, j'avais des problèmes de comportement. Puis, je l'ai amené à complètement changer sa vie. Le gars, il ne s'est plus jamais battu au camp de jour. Il ne s'est plus jamais battu à l'école. Dans le fond, comme j'ai fait comme « Wow! » J'ai eu un impact sur la vie de ce kid-là. Puis en même temps, ça m'a permis de réaliser plein de choses sur moi puis de moi me faire grandir à travers le fait d'avoir fait grandir ce kid-là. Puis toute ma business est basée sur ça. Est basée sur le fait de j'aimerais ça être la personne, que j'aurais aimé avoir à 20 ans. À 20 ans, quand j'avais pas de chemin où aller, puis je savais pas quoi faire, puis que je faisais 1 million de niaiseries, puis je me ramassais dans des postes de police, bien, j'aurais aimé ça avoir quelqu'un qui m'aurait tendu la main, puis qui aurait dit « Julien, il existe un chemin différent. » Puis aujourd'hui, j'essaye d'être cette personne-là, puis tu sais, c'est drôle, la dernière fois, tu me demandais « Chris, comment ça se fait que t'as un gros groupe, tout le monde qui suit, puis qui trippe? » Moi, pour de vrai, là, je me vois encore comme l'animateur de camp de jour. C'est juste qu'au lieu d'avoir 20 ans puis mes kids ont 10 ans, j'ai 30 ans puis mes kids ils ont 20 ans. Mais c'est en même crise d'affaires. Puis le projet,
Au lieu d'aller au parc, ben, c'est de bâtir une business. C'est la même affaire. Puis cette expérience-là, ben, je l'ai eue à travers comme la vraie vie. Puis souvent, les gens, c'est ça mon point, c'est que souvent les gens essayent d'éviter l'expérience de la vraie vie, puis ils pensent qu'ils sont capables de le théoriser, ils pensent qu'ils sont capables de le bypasser à travers des connaissances, à travers des contacts, à travers du 5 à 7, à travers des... Ta réalité est en corrélation directe avec, dans le fond, ta personnalité. Puis ta personnalité, elle se base sur les acquis que tu as fait à travers tes expériences et non à travers de quoi tu as lu dans un livre où, oui, la poignée de main que tu serres est importante. Don't get me wrong. Mais c'est pas parce que tu as serre que ça veut dire qu'elle va t'amener à quelque part. C'est qu'est-ce que tu vas faire avec la main que tu as serrée qui va déterminer réellement où est-ce que tu vas aller. En tout cas, je voulais juste... Le vrai power, là, le vrai power dans tout ce que tu viens de dire, là, c'est quelqu'un qui est capable de venir prendre ce qu'il a lu dans les livres puis de le casser fucking vite dans sa vraie expérience, tester, améliorer, benchmarker, adapter, prendre un autre truc, le crisser le plus vite possible sur sa clientèle, voir comment ça fonctionne, l'améliorer, l'adapter. Moi, là, je pense que je vais te montrer quoi. Là, je vais faire deux choses. Je vais plugger mon sel, puis je vais t'amener un livre. J'arrive dans 1 seconde. C'est correct? Oui, vas-y. Excuse-moi. C'est l'exécution. C'est qu'il y a trop de monde qui porte trop d'importance à la valeur d'une idée. Ton idée, elle vaut fuck all si elle n'est pas appliquée. Puis souvent, exactement, une mauvaise idée bien appliquée va valoir mieux que l'idée parfaite qui reste sur un esti de tablette qui ne bouge pas. Fait que ça revient au point que tu disais au début où est-ce que ce que tu veux, c'est être capable de prendre action, driver des ventes. Tu veux pas que ton brand soit parfait, tu veux pas que ton logo soit parfait parce que de toute façon, ils ne seront jamais. Tu veux juste exécuter. Fucking bon point. Mon café est rendu traite un peu, je te dirais. Je suis là dans 1 seconde, la minute. Mais non, vas-y. Il n'y a vraiment pas de stress. Je vais en profiter pour boire mon café frais. Ils vont probablement couper cette portion-là du podcast. Ouais, pas le choix. OK, all right. Check. All right. I made it back. Battery life. All right. OK. Toujours en milieu. C'est parfait. Excellent. OK. Récapitulons. Dans ce que tu viens de dire, l'affaire la plus importante que moi je pense, le plus important, c'est d'être capable de prendre la théorie puis de la pitcher vraiment vite dans ton expérience pour pouvoir t'adapter, voir qu'est-ce qui marche pas, puis intégrer ça dans tes processus. Okay? Moi, je pense que c'est ça qui me rend agile, c'est que je suis full pro université HEC. Je donne encore des profs m'invitent à donner des cours, je suis full schéma, comme je capote. Le dernier livre, il y a un des profs, puis là, j'ai 3 livres, OK? En face de moi. Celui-là, vous allez le reconnaître, c'est Fur. OK? C'est sûr que tu connais ça. Puis ça, c'est un livre avec un workbook qu'un de mes profs m'a dit que je devrais lire parce que après avoir été donné une présentation dans son cours en modèle d'affaires, il m'a dit « Chris, as-tu lu ça? » J'ai dit « Non. » Il dit « Ben, il y a bien des affaires que tu nous as racontées qui viennent de là. » Puis, c'est parce que les professeurs que j'avais eus dans le temps avaient tous lu ce livre. Donc, il y avait des parcelles de savoir. Mais c'est The Intelligence... Comment ça s'appelle? Ah oui, The Disciplined Entrepreneur. Ça vient avec un workbook. C'est full académique, OK? Full académique. Sauf qu'en lisant le livre et en faisant le workbook, j'ai acheté ça récemment. Ce que je me rends compte, là, c'est que tout ce qu'il y a là-dedans est là-dedans. Ça, Sell Like Crazy, là, c'est une espèce de sell funnel, là, tout le monde a ça, le livre est gratuit, là, c'est le gourou du e-com, là. Ce gars-là, les stratégies de funnel, tout ces shit-là, c'est le king de king. Puis moi, ça m'a tellement intriguée pour justement faire mon e-com en ligne que j'ai commencé à me mettre dans tous ces processus-là pour les benchmarks, pour voir comment eux, ils gardent mon attention, qu'est-ce qu'il y a de bon là-dedans. Mais ce qu'il y a là-dedans, c'est la version vulgaire
de tout ce qu'on voit à l'école. J'apprends encore là-dedans, mais je me rends compte comment communiquer aux gens les choses importantes que je trouve dans ces livres-là, qui sont directs à HEC. Puis j'ai une chance inouïe. Moi, je suis connectée direct là, dans le power source de savoir de HEC. J'ai fait un accélérateur de l'HEC Banque Nationale. Mon café est là-bas. J'ai des relations vraiment bonnes avec beaucoup de professeurs qui sont là. Je suis invitée continuellement à parler avec les étudiants. Ils font des travaux sur mon entreprise, par exemple en marketing. On vient d'en faire un avec un grand prof d'HEC. Fait que, tu sais, comme être plugué dans le savoir puis dans l'académique, puis être capable de le manger vraiment vite, de l'essayer dans ta vraie expérience, c'est ça pour moi, the ultimate goal. Fait que prendre tout ce qui est vulgarisé, extraire les concepts qui sont un peu plus académiques, puis être capable de le remâcher à ta propre sauce, c'est ça. Puis après ça, ben, tu inventes des concepts. Là. Amen. Mais en fait, c'est l'aptitude à être capable d'être book smart et street smart en même temps? C'est ça. C'est le ultimate. C'est les deux. Tu peux pas tu sais, avoir juste un des deux, c'est bon, mais avoir les deux, c'est better. C'est juste ça. Il y a pas de, tu peux pas argumenter. Absolument. Non, puis de toute façon, je suis. Puis on s'en parlait la dernière fois, justement, tu m'avais suggéré ce livre-là, il est dans ma wishlist d'Amazon. Je lis, ça fait à peu près 6 ans, 5 ou 6 ans, que je lis 10 pages de livres par jour, puis je lis pas 50 Shades of Shit, là. Je lis genre du développement personnel, genre. Puis ça a été vraiment la clé de ma transformation, la clé de mon succès. Ça a été d'être capable de prendre des connaissances, mais il y a eu une grosse différence parce que j'ai commencé mon périple de développement personnel et de business en même temps que bien du monde. Mais la grosse nuance qui m'a permis d'évoluer vraiment rapidement, c'était l'exécution. J'exécutais à vitesse d'instruction. J'apprenais de quoi, je l'appliquais. J'apprenais de quoi, je l'appliquais. Puis je me posais pas des questions. Je me disais, Chris, lui, il écrit ça, il pense que c'est bon. Je vais l'appliquer, je vais voir. Ça marche pas. Si ça marche, ben, tant mieux. Si ça marche pas, comment je peux faire pour le faire marcher? Il y a peut-être de quoi que moi, j'ai fait dans mon exécution qui faisait que ça marchait pas, tu sais. Puis ça a vraiment changé ma game. Puis il y a de quoi que tu as dit aussi tantôt, qui était de prendre des concepts, les mixer ensemble, puis éventuellement même faire tes propres concepts. Moi, il y a une quote de Picasso que j'adore. Il dit « Les bons artistes copient, les meilleurs volent ». En voulant dire que rien n'est nouveau. Rien ne se perd, rien ne se crée, dans le fond, tout se transforme. C'est la même chose partout, c'est une loi universelle. Dans la musique, il y a 8 notes, il n'y en a pas 92, il y en a 8. Puis éventuellement, toutes les progressions harmoniques qui sont ils ont toutes déjà été créées. Pareil comme les couleurs, toutes les couleurs ont déjà été créées, tous les types de portraits ont déjà été créés. Fait qu'est-ce qui fait la différence? C'est pas que tu vas inventer une nouvelle couleur, c'est pas que tu vas inventer une nouvelle note. C'est en fait comment tu vas être capable de prendre un concept qui est déjà existant et être capable de l'adapter à ta sauce. Puis quand tu fais ça, pourquoi qu'il dit dans le fond que les meilleurs artistes volent, c'est que tu vas prendre un concept qui existe déjà, mais tu vas tellement le dénaturer puis l'adapter à ta personnalité, on ne sera pas capable d'aller chercher la source. On ne sera pas capable d'aller la chercher parce que tu as volé le concept tellement que tu l'as dénaturé. Puis je trouvais ça vraiment bon, mais moi, de quoi j'ai une question encore une fois en tête, je suis la personne un peu curieuse de l'humanité, puis ça se peut que je pose des questions stupides des fois, mais moi, j'avais une drive d'exécuter. OK? Pour la simple et bonne raison que je me suis réveillé genre à 25 ans dans un poste de police, puis j'ai réalisé que à chaque fois que j'essayais de me battre contre le système, ben le système il était plus fort que moi. Puis que je pouvais pas le battre, le système, puis que la vie, c'était comme un jeu de Monopoly. Je me dis, c'est pas compliqué, dans le fond, si tu essayes de jouer au Monopoly, si on joue au Monopoly ensemble, OK? Puis je connais pas les règles du jeu. Il y a de fortes chances que je vais trouver que le jeu est plate, je vais perdre au jeu, puis je vais me ramasser en prison. C'est de même que ça va se passer. Fait que je devais apprendre les règles du jeu, savoir comment jouer au jeu, puis être capable de faire du fun, de jouer au jeu, de gagner au jeu, puis de montrer à mes chums comment on fait pour gagner au jeu. Puis j'avais une espèce de course contre la montre parce que je me réalisais qu'à 25 ans, 26 ans, j'avais rien devant moi, j'avais pas de diplôme. Tous mes amis avaient déjà une carrière, avaient un diplôme, ils avaient des affaires. Puis j'avais comme une urgence de comme il fallait que je trouve ma place. Fait que j'apprenais de quoi, puis je l'exécutais. Fait que moi, c'était ça ma drive d'exécuter. Puis je me demande de où vient ta drive de comme
Parce que t'as une drive qui est innée, je veux dire. Tu rentres dans une pièce, si t'es là, puis comme, on le sait que t'es là. Okay? Tu dégages une énergie, on le sait, on le sent. Tu prends de la place, puis en même temps, t'es brillante là-dessus. Parce que comme tu dit, tu sais comment prendre de la place, mais tu sais aussi quand il faut que tu t'en ailles, puis tu le sais qu'en faisant ça, c'est le même que tu vas avoir laissé un vide, puis ta place va être remarquée. Fait que t'as une drive comme de où ça vient. Ben, OK. On dirait, moi, à chaque fois que je fais une action, puis que je vois la réaction qui revient, ça me stimule. OK. OK, là, c'est comme la exemple. machine à c'est comme la machine à sous, là. À chaque fois que je pèse sur le piton, il y a quelque chose qui se passe, puis des fois, je gagne. Ben, moi, je suis comme une junkie, je suis comme une gamer. C'est comme si j'étais pognée dans une mentalité de casino, où est-ce qu'à chaque fois que je pèse sa machine à sous, il y a quelque chose qui se passe, puis je pourrais gagner un gros lot. Ben, je suis comme addict à poser des actions qui me disent, ah, c'est bon, c'est pas bon, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon, puis à un moment donné, je vais pogner le gros lot, genre. OK. Je sais pas si ça fait du sens. Ça fait du sens, mais c'est quoi ta motivation d'aller chercher le gros lot? En fait, là, moi, j'ai toujours envie. C'est comme une mesure de mon self, de où est-ce que moi je peux aller. On dirait que je veux tout le temps mesurer. Ah, mais moi, je serais-tu capable de faire ça? Ah, mais moi, je serais-tu capable de me rendre là? Ah, mais moi, c'est même pas l'argent, c'est juste un dépassement tout le temps de OK, mais moi, je pourrais-tu me rendre à ce niveau-là? Genre? C'est tout le temps, c'est juste que je suis motivée par l'ascension, mais dans tout, là, tu sais, que ce soit dans un sport, que ce soit monétaire, dans ma business, tu sais, puis en même temps, l'argent vient, si tu as cette mentalité-là, je pense que l'argent vient avec, là, mais c'est tout le temps de voir est-ce que je suis capable d'aller un petit peu plus loin, puis de le faire un petit peu mieux, puis de faire plus d'argent en travaillant moins. C'est comme un code. Ouais. Am I gonna crack the fucking code about how to work less and make more money and have a better lifestyle? How can I crack this code? Puis après ça, j'applique cette espèce de mentalité de crack the code à tout. Comme je veux devenir obsédé par un jeu vidéo de la même façon, genre. Je sais pas si ça fait du sens. Ah, ça fait vraiment du sens. Puis je te file parce que, tu vois, moi, j'ai tout le temps eu cette mentalité-là aussi. Quand je faisais de quoi, je voulais crack the code. Quand j'ai décidé que je voulais jouer de la guitare, je voulais pas juste jouer de la guitare. Je voulais être une fucking rockstar. Oui, c'est ça. Je voulais être une rockstar, je voulais être le top. J'ai tout le temps voulu, quand je fais de quoi, je ne le fais pas à moitié, je le fais pour être le meilleur. J'ai cette drive-là. Puis je considère que quand tu fais de quoi sans l'intention d'être le meilleur, pourquoi tu le fais, tu comprends? Puis, à un moment donné, j'ai réalisé que ça a de l'air niaiseux, OK? Mais j'ai toujours voulu comme prouver quelque chose à quelqu'un. OK? Ça a de l'air niaiseux, mais j'ai toujours. Non, I know what you fucking mean, bro. Say it, go. I know. J'ai toujours voulu prouver de quoi à quelqu'un. On dirait que chaque grande action que j'ai faite, chaque réussite que j'ai faite, c'est parce que quelqu'un m'a dit genre, bro, tu seras pas capable. Admettons, quand j'ai décidé de lancer mon band, c'était parce que mes professeurs me disaient, dans le fond, Julien, réussir en musique, ça se fait pas. La journée que j'ai été vendre chez BMW, c'est parce que le monde me disait, Julien, t'as pas d'expérience en vente. Puis en plus de ça, t'as des tatous. Tu seras jamais capable d'être engagé là. Fuck you, esti, j'ai été le faire. Fait que quand j'ai décidé de lancer ma business, tout le monde avec qui je travaillais à cette époque-là, tout le monde riait de moi. Fait que ma plus grosse motivation, c'est de leur crisser les dents, hein, puis de leur fermer leur gueule. Puis l'année passée, ou l'autre année d'avant, okay, j'ai réalisé qu'en bout de ligne, ça venait de mon père, OK? Dans le sens que, ça a l'air niaiseux, OK? Mon père est une personne formidable. C'est un enseignant. Il a tout le temps travaillé dans le milieu communautaire. Il était conseiller pédagogique. Il montrait aux enseignants comment être des meilleurs enseignants. OK? Puis, je ne sais pas pour quelle raison, mais on a toujours eu la difficulté à communiquer, moi et lui, comme si on avait été en compétition. Aujourd'hui, c'est vraiment mieux. C'est une personne formidable, mon père. Mais à l'adolescence, j'ai pas connu mon père. De genre 14 ans ou 16 ans à peu près, jusqu'à peu près 24 ans, j'ai pas connu mon père. Puis à l'époque où est-ce que l'identité du mâle
se crée un peu. Tu sais, j'étais à l'adolescence, j'étais en train de créer mon identité, puis mon père, qui est supposé être le modèle, n'était pas là. Puis réellement, j'ai comme catché l'année passée que deux choses. Qu'en bout de ligne, la seule personne à qui je voulais prouver que j'étais capable, c'était mon père. C'était un peu triste parce que toutes les choses que j'avais faites qui étaient bonnes ou mauvaises, quand je me suis ramassé dans un poste de police, quand je faisais des niaiseries, en bout de ligne, je voulais rien que l'attention de mon père. Quand j'avais du succès, quand je faisais quoi que ce soit, je voulais juste comme... Je voulais encore une fois l'attention de mon père. Puis réellement, à cause de ça, j'avais comme une espèce de sentiment de je m'étais fait abandonner par mon père, même s'il ne m'a pas abandonné, mais comme de 14 à 20, de 16 à 24 ans, je ne l'ai vraiment pas vu. Fait que j'avais un sentiment d'abandon, puis à cause de tout ça, je poussais les gens à m'abandonner. Et j'avais peur de me faire abandonner, fait que je me mettais une carapace qui faisait que les gens n'étaient pas capables de s'accrocher à moi, fait que je m'ouvrais jamais à 100% avec le monde, puis je poussais le monde finalement à m'abandonner. Fait que mes business partners m'abandonnaient, mes blondes m'abandonnaient, mes amis m'abandonnaient, mais en bout de ligne, c'était moi qui forçais cette chose-là. Fait que cette espèce de drive-là de réussir venait aussi avec un dark side, puis comme j'en parle vraiment pas souvent, c'est vraiment rare que je parle de ça. Mais souvent, j'ai l'impression, souvent, que le monde qui ont cette intensité-là, ce will to win, cette détermination-là d'être capable de genre, I'm gonna prove you wrong, genre, je vais te montrer que je suis capable, puis je te le crisser maintenant tellement solide, ça vient tout le temps un peu soit d'une enfance dysfonctionnelle ou de quoi de dysfonctionnel dans la famille ou dans l'enfance ou dans l'environnement. Puis ça revient à ma croyance que j'ai dit au début, les choses ne t'arrivent pas, ils arrivent pour toi parce qu'en bout de ligne, sans cette drive-là, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais je me demandais de où ça vient, toi. Ben, écoute, Je moi, sais j'ai que c'est vraiment deep, pas eu là, une enfance difficile, OK? puis je sais que c'est deep, là, puis genre... Non, Comme... non, c'est chill, mais OK, je peux relate à une affaire. La première chose, moi, j'ai vraiment eu une enfance phénoménale, OK? Moi, mes deux parents sont encore ensemble, ils ont toujours Okay. été là. Mon père, il est prof, fait que moi, l'été, il était là, fait que, tu sais, puis vraiment une enfance que j'ai jamais manqué de rien, vraiment. Mais Non plus. j'ai jamais eu tout cul dans le bec. Fait que j'ai toujours, tu sais, moi, je suis partie là, de 18 ans de la maison, je suis allée à Toronto. Après ça, je suis revenue, je me suis trouvé des jobs. Tu sais, comme si j'ai pas besoin d'argent, je ne demande pas d'argent, là. Tu sais, mes parents me font pas vivre, m'ont jamais fait vivre quoi qu'ils auraient pu, tu sais, mais c'est ça mon state. Ma mère, c'est une overachiever. Fait que, tu sais, moi, ma mère, il faut tout le temps que je sois au-dessus de la moyenne. Pas que je sois la meilleure, il faut tout le temps que je sois au-dessus de la moyenne. OK, là, wow, t'es pas la moyenne, t'es pas en dessous de la moyenne, c'est toujours en haut de la moyenne, mais t'es pas obligé de la meilleure ou mettre des meilleurs. Bon, ça, c'est ma mère. Ça vient pas d'un sentiment de chez nous, de mon enfance, de mes parents. Mais quand tu as dit, moi, te prouver mon esti que je suis capable de te le mettre dans les dents solides, moi, c'est tout le temps ça. Dans tous les milieux. Puis d'où ça vient? Pour de vrai, j'en ai aucune qualité. Comme j'ai besoin. En fait, toutes les personnes qui m'ont. En fait, c'est parce que, bon, peut-être que j'ai un sentiment de. On m'a diminué beaucoup, OK? On m'a. Tu sais, dans mon parcours, là, tu sais, là, c'est une petite fille, elle est cute, elle doit être niaiseuse. Ah, c'est une petite fille, elle est cute, elle se lance en business, elle est juste bonne vendeuse parce qu'elle a des beaux tétons que le monde est. Tu sais, ça a toujours été. On a toujours diminué mes accomplissements par rapport à toutes sortes de catégorisations. Et moi, je me suis jamais vue comme ça. J'ai jamais attribué aucune de mes affaires à des trucs qui étaient à l'extérieur de mes propres capacités et de mon apprentissage. Mais on m'a beaucoup, mes amis, les gens secondaires, après ça, au cégep, à l'université, il y avait des profs, puis ça a toujours été, ah, ben c'est cute, hein, qu'est-ce qu'elle fait, elle, mais tu sais. Fait que j'ai toujours été poussée à aller beaucoup plus loin, puis je suis jamais satisfaite jusqu'à ce que les gens qui m'ont diminué deviennent des fans. Until you're fucking fan,
Je te l'ai pas assez mis dans la gueule que j'étais capable. Fait que c'est toujours, on dirait que c'est toujours ça qui me fuel, OK? Puis quand j'ai commencé un business de café, là, on s'est tellement moqué de moi. Moi, je suis pas italienne. Je travaille dans un bar. Tout le monde qui me connaissait était même pas au courant que j'allais à l'université, là, tu sais. Fait que je suis juste une petite barmaid, OK? Lancer une compagnie de café italien à Montréal. Okay, quand t'es pas italienne? Quand t'es pas italienne, c'est du café à Montréal. Je fais beaucoup d'allusions, là, mais c'est spécial comme je veux dire, c'est spécial de se lancer là-dedans quand t'as pas les bons contacts, puis tu n'as pas d'Italie, ça n'a pas rapport. On s'est vraiment foutu de ma gueule. Surtout les jeunes hommes italiens de 30 ans qui, eux, leurs parents, tu sais, c'est tous des business people, c'est comme, who the fuck does she think she is, bro? Like everybody, she's gonna do this for 2-3 years, and then she's gonna be a real estate agent like everybody else. Tu sais, c'était ça le stéréotype qu'il y avait autour de moi. Wow. Puis, mais c'est le même sentiment que ça l'a nourri en dedans de moi. Puis là, en ce moment, je suis en train de vivre ça parce que dans le B2B, j'ai prouvé à tout le monde que mon style d'entreprise de café, 6 ans plus tard, tu l'as bien dans le cul à me dire que j'allais pas réussir, que j'allais devenir real estate agent comme tout le monde parce que j'étais juste une fille avec parce que j'étais juste une petite fille cute qui était bonne vendeuse. Okay? Fait que là, ça, je te l'ai mis en face. Mais là, dans le e-commerce, c'est revenu, ça. Les gens sont comme, ben ouais, franchement, elle pense qu'elle peut commencer à faire du e-commerce comme ça du jour au lendemain. Les autres, ça fait 5-6 ans, 10 ans qu'on fait ça. C'est bien, hein, pas capable. Après, ils regardent, hey, il y a 2 likes qui s'en posent. Tout ça, c'est en train de revenir. Puis ça vient beaucoup des espèces de coachs e-com, puis les gens qui sont déjà dans l'e-com qui font un peu semblant que they're making it and everything. Ben, ça vient refuel ça. Je suis comme, oh, tu penses que tu n'es pas capable de vendre du café en ligne? Ah non, chérie, j'en ai jamais vendu en ligne avant parce que je voulais pas mettre les efforts là-dessus, mais check-moi bien en ligne. J'ai rien d'autre à faire que de devenir bonne là-dedans en ce moment. Mm-hmm. Puis je suis consciente que ça ne sera pas du jour au lendemain, mais aussi qu'à un moment donné, tu vas être mon fan. Tu sais pourquoi? Parce que je vais avoir pris ta recette, je vais l'avoir remanchée puis recraché de l'autre bord pour que ça vienne me bénéficier à moi. Puis toute mon affaire en ce moment, c'est que je suis en train d'apprendre c'est quoi le e-com, les business, les lanterns, les journeys, le email marketing automation. Je suis tout en train d'apprendre ça. Là, puis après ça, je vais le prendre. Je vais appliquer tous mes beaux petits concepts HEC. Là, je vais le mâcher, je vais le recracher. Puis check-moi bien aller faire un email journey puis une communauté autour du café en B2B, chose que personne fait dans le B2B. Là. Genre, parle pas de fucking journey aux des gens en B2B. Là. Ils n'ont aucune crise d'idée de quoi tu parles. Débile. Aucune idée. Là. Fait que là, moi, je suis en train d'apprendre ces affaires-là. Je vais leur manger, je vais leur cracher. Puis c'est là que les gens qui maintenant rient de moi puis de mes petites actions pour vendre du petit café en ligne à 16,75 que c'est donc bien cute, c'est là qu'ils vont se rendre compte que c'est quoi, buddy? C'est toi qui as manqué de vision. Toi, tu penses que ma finalité, c'est vendre mon petit kilo de café sur Instagram? Ben, t'as rien fucking compris, OK? Moi, j'ai une vision qui va fucking loin, qui va aller s'appliquer dans le B2B. Puis dans le B2B, tu vois, je vais avoir pris les idées du B2C e-com, je vais les remancher, puis je vais voler l'idée, je vais faire du benchmark, je vais le réinventer pour le B2B dans le café, puis là, je vais devenir innovante. C'est ça l'affaire. J'aime tellement ça entendre ça. Puis, comme... Moi aussi, j'aime ça, le crisser dans les dents du monde. C'est ma passion. Je vis pour ça, pour de vrai. Je vis pour le crisser dans les dents du monde. Ouais, en fait... C'est my shit. Tu sais quoi? Le podcast qu'on est en train de faire, la seule raison pour laquelle j'ai lancé ça, c'est pour le crisser dans les dents de tout le monde que je suis tanné de voir donner des conseils de comment ils devraient rouler leur business alors qu'ils n'ont aucune expérience, ils n'ont jamais rien fait, ils n'ont aucune business. Mais dans le fond, ils sont donc bien loud sur les réseaux sociaux, puis ils sont donc bien loud à bitcher sur tous les modèles d'affaires, puis ils sont donc bien de shit alors qu'ils n'ont rien, ils connaissent rien. Puis dans le fond, j'ai juste le goût d'en crisser dans les dents solide. Puis il y a quelque chose que du monde comme ça, qui ont cette drive-là, vont toujours être capables de faire mieux que les autres, puis c'est que on va être capable de outlast les gens. Puis moi, de la façon dont je le vois, OK, c'est que plus que le temps avance, plus que c'est facile. OK? Je te donne un exemple. Puis à 2 niveaux, admettons. Dans mon industrie, quand que je me suis lancé en business, il y avait comme une mode. Tout le monde, dans le fond,
venaient de la même compagnie, tout le monde travaillait pour la même compagnie, puis quand cette compagnie-là, elle a crash, tout le monde a décidé de partir de son bord, puis tout le monde a décidé de lancer sa compagnie en même temps. Pendant un bout, là, c'était le chaos. C'était le chaos pour la simple et bonne raison que tout le monde essayait de voler les vendeurs de un puis de l'autre, puis essayait de voler les clients de un puis de l'autre, puis ça allait faire péter les deals des autres compagnies, puis ça se lançait des menaces, puis c'était vraiment, c'était le Far West, OK? Puis, la réalité, c'est que quand tu embarques dans une nouvelle industrie ou quand tu embarques dans une nouvelle aventure, le bassin est tout le temps plus large. Il y a tout le temps plus de monde qui sont à l'intérieur de ce bassin-là, puis la compétition est plus féroce. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que tout le monde qui sont dans ce bassin-là, le trois quarts du temps, sont là pour les mauvaises raisons. Ils pensent que c'est parce que c'est facile. Ils pensent que dans le fond, c'est une passe de cash. Ils pensent que X, Y, Z va se faire tout seul. Et éventuellement, quand ils se rendent compte que, you know what, ben, il faut que tu travailles pour faire de l'argent. Puis qu'éventuellement, bâtir des systèmes, ça coûte de l'argent, ça coûte du temps, ça coûte de l'énergie, ben, ils vont se décourager. Fait que quand ils vont se décourager, vous allez être moins à vous battre pour la même part de gâteau. Puis éventuellement, mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va y avoir des nouvelles choses qui vont arriver. Comme moi, dans mon industrie, c'est des nouvelles restrictions, c'est des compagnies de financement qui deviennent plus serrées. La vis est en train de se resserrer. Fait que les gens voient ça comme étant une difficulté dans le marché, mais ce n'est pas une difficulté. Parce que réellement, ça fait juste quit d'autres personnes. Fait que quand les autres ils vont quit, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir encore moins de compétition pour la même crise de part de gâteau. Fait que, mais tabarnak, que vous pensez compétitionner contre moi, en ce moment, c'est le moment que j'attendais depuis des années parce que vous êtes tous en train de quit comme des bitches. Je m'excuse. Vous êtes tous en train de quit comme des bitches pour la simple et bonne raison que vous vous apercevez que c'est pas si facile que ça. Puis éventuellement, on a eu une économie qui était favorable durant les 10 dernières années, puis tout le monde se lançait comme étant un spécialiste, un entrepreneur. Même le kid de 17 ans qui venait de lire Rich Dad Poor Dad, il était un business strategist puis un life coach. Ben genre, aujourd'hui, là, tout ce beau monde-là, ils l'ont d'un dent en tabarnak. Puis ceux, comme toi, ben, vont être capables de se réinventer, ben, c'est eux qui vont prendre tout le marché parce qu'à la fin de ça, il va y avoir encore une fois encore moins de compétition. Puis, by the way, je donne cet exemple-là en business, mais si jamais, mettons, vous écoutez le podcast, puis vous travaillez dans une business, okay? Puis vous vous demandez comment je fais pour être capable d'appliquer ce principe-là, c'est la même crise d'affaires. Dans ma business, si tu rentres et tu es une recrue, OK, ben, au départ, la compétition est fucking difficile en tant que recrue parce que vous êtes une chier de recrue. Ben, éventuellement, il y a du monde qui vont trouver que c'est tough, ils vont quit, ils vont crisser leur camp. Ben, pour être capable de passer à vendeur, là, il va y avoir moins de compétition. Puis pour être capable de passer à chef d'équipe, il va en avoir moins. Puis pour devenir un directeur, il va en avoir moins. Puis tu vas avoir ta propre crise d'agence dans notre modèle d'affaires. Ben, éventuellement, il va y avoir encore moins de compétition. Fait que le temps est un filtre naturel des choses. Puis ça filtre, c'est qui ont ce drive-là de genre fuck that, I'm gonna win. Genre, puis en tout cas, je voulais juste faire cette parenthèse-là parce que je trouvais ça, important. On va terminer là-dessus parce que je pense que j'ai déjà pris comme pas mal de ton temps, mais tu m'as parlé de vision tantôt. C'est quoi ta vision? C'est ce que je veux entendre. Ben, Parce qu'on a. Vas-y. Ben, c'est. Tout ce que je fais en ce moment, c'est que je suis en train d'ajouter une corde à mon arc. Je suis en train d'ajouter la corde e-com, création de communauté, marketing en ligne à mon arc qui est le B2B. Mon objectif, c'est de créer des gens qui boivent mon café à la maison, qui vont devenir des power users au bureau. Mon but, c'est de remonter la courbe à l'envers puis d'utiliser les gens qui boivent mon café à la maison pour mettre de la pression sur leur boss. Juste avant la crise, moi, j'avais lancé une mini-campagne, c'était hashtag Tell your boss you deserve great coffee. Puis les gens, ils tripaient parce que ils n'arrivaient pas à dire à leur boss que le café, c'était de la merde au bureau. Fait qu'ils m'utilisaient moi comme véhicule pour le dire au boss que le café, c'était de la merde en repostant puis en commentant sur mes trucs. Puis en disant oui, c'est important le bon café au bureau. Ben, ces gens-là qui boivent mon café maintenant à la maison puis qui suivent mon aventure entrepreneuriale, mon objectif, c'est que ça devienne des advocates vraiment strong pour faire changer à leur patron dans les bureaux dans lesquels ils travaillent le café pour que ça devienne notre café en B2B. Puis même chose l'autre bord. En fait, je veux créer
une espèce de fluidité de mes produits à travers le B2B puis le B2C. C'est ça ma vision. C'est d'avoir des gens qui le boivent au bureau puis à la maison puis qui sont capables d'explorer puis de se transposer d'une clientèle à l'autre. J'aimerais ça que tous les gens... Puis ça, j'ai vu que c'était possible parce que, par exemple, j'ai les gestionnaires de mes bureaux commerciaux qui ont acheté mon café pour la maison parce qu'ils le boivent tous les jours au bureau puis ils le trouvent donc bien bon. Fait qu'ils l'ont pitché pour la maison puis là, ils sont donc bien contents d'avoir une continuité. Tu sais, moi, j'aimerais ça que les bureaux offrent le café à leurs employés en remote work. C'est ça ma vision. Ma vision, c'est je veux être dans le B2B, mais je veux devenir forte en B2C pour pouvoir alimenter mon B2B qui est beaucoup plus sécuritaire, qui est beaucoup plus assis, où est-ce qu'on a des machines qui sont à nous, où est-ce qu'on a un système de modèle d'affaires qui est similaire au tien, avec de la location, avec de l'équipement qui prend de la valeur, on crée un parc d'équipement. Fait que, tu sais, tout ça, c'est beaucoup plus tangible, ça a beaucoup plus de valeur de revente que hey, j'en vends un crise du café en ligne. Sauf que si je suis capable d'utiliser ces deux choses-là pour s'alimenter l'une et l'autre, j'ai la ferme conviction, puis je vois dans le futur que ça va amener une prospérité encore plus solide. Et avec mon objectif, c'est toujours le plus de résultats pour le moins d'efforts. Moi, je veux dire, il n'y en a aucune. Ça, je travaillais dans les bars, hein, parce que tu travaillais 2 jours, tu faisais plein de cash. Même, tu sais, pour moi, c'était mieux. Je vais étudier. C'est la même chose pour mes études. Il fallait que je mette beaucoup plus d'efforts pour mes affaires de... Je ne suis pas très bonne en stats, mettons, là, pour ce qui est stats, mais je préfère avoir un B+ en marketing puis 0 étudier que d'étudier 20 heures puis avoir A+. C'est ça, c'est moi. De toute façon, calisse de ta note. Je m'excuse, il faut que je fasse la parenthèse. À la fin de la journée, gars, ça crise, hein? Non, mais il faut que je fasse une parenthèse parce que ce que tu as dit, c'est vraiment, genre, brillant. OK? En ce moment, j'arrête pas de lire des livres sur le marketing parce que nous, notre force, c'est de la force de vente. OK? Puis là, on est en train de développer toute notre stratégie de marketing. Puis, genre, c'est du marketing genius ce que tu viens de dire. Tu spread ton idée comme un fucking virus à travers le bas de l'échelle pour remonter jusqu'au boss. Je m'excuse. C'est fucking brillant. Puis s'il y a du monde qui ne comprennent pas ça ou qui rit de ta stratégie ou qui ne voit pas ta vision, l'Internet, la connexion, Zoom, j'ai aucune idée c'est quoi qui nous a chié dans les mains, mais il y a de quoi qui nous a chié dans les mains. OK? C'est tellement pas propre comme expression. Je sais pas d'où que ça vient, chier dans les mains. C'est quoi de plus dégueulasse comme. En tout cas, c'est pas une belle image. Mais bref, ça nous a chié dans les mains. Puis, puis là. Puis, on doit recommencer où est-ce qu'on en était rendu. Puis, brièvement, Coffee Queen, China, venait de faire une intervention vraiment merveilleuse par rapport à sa stratégie, à sa vision sur ce qui se passe actuellement. Puis, j'étais en train de faire une parenthèse face à ça, puis mes longues parenthèses interminables, bien évidemment, parce que tout le monde sait que je suis pas capable de faire les petites phrases. Hein? C'est pas le plus gros problème. Mais ceci étant dit, ce que j'étais en train de dire, c'était que c'était fucking brillant ce que tu es en train de dire, ce que tu fais en ce moment, de passer, dans le fond, par complètement le bas de l'échelle pour ramener ça en haut vers le boss, d'attaquer, dans le fond, le domaine du particulier pour, oui, non seulement être capable de driver des revenus dans la période de crise, non seulement être capable d'avoir un nouveau vecteur puis un nouveau département après la période de crise, mais en même temps de l'utiliser comme étant, dans le fond, une propulsion de quoi qui va propulser ton B2B après ça, puis de utiliser ça comme étant du marketing, c'est fucking brillant parce que la plupart des estimes marketing gurus, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Ils vont vous montrer comment faire des ads, ils vont vous montrer comment faire des funnels. Puis comme on disait tantôt, le vrai marketing, c'est pas ça, c'est l'expérience client. Puis c'est le word of mouth. Puis la beauté de la chose, ce qui est vraiment brillant ce que tu es en train de faire, Taina, c'est que tu es en train de faire du marketing qui te ramène du cash. Tu n'es pas en train de... Oui, tu dépenses peut-être de l'argent pour aller chercher un client, mais c'est parce que ce client-là, éventuellement, va te ramener ton gros client que tu vas aller chercher, qui est la business. Puis... Un petit sac de café à 16,75 qui me ramène un seul bureau là, que tu viens de payer pour 2 ans AdWords. Amen. C'est ça, mon café. Mais ça, c'est du vrai marketing. Ça, c'est de la vraie business. Oui,
Fait que c'est pour ça que j'emmerde tout le monde qui fait du commerce en ligne puis qui me regarde en disant « mais elle comprend pas le ROI sur le advertising, sur le café en ligne, il est vraiment pas bon, elle peut pas faire des ads comme ça, elle prend pas d'argent. Fuck you, t'as rien compris. » S'il y a quelqu'un qui a écouté toute notre affaire jusqu'à ici, si j'ai un compétiteur qui m'a écouté tout ce temps-là, je dis « ben bonne chance, vas-y, copie là ma stratégie, bro. » T'es personne en ligne. De toute façon, tu sais quoi? Ça revient avec ce que je disais tantôt, mon espèce de peur de l'abandon. Là. Avant, j'avais peur de m'ouvrir, j'avais peur d'expliquer mes stratégies parce que j'avais peur que si je les explique, ben, le monde allait essayer de les faire, puis de me shifter, puis etc., etc. À un moment donné, j'ai compris là, que, comme on disait tantôt, une idée, ça vaut rien, c'est son exécution. Puis sincèrement, je pourrais partager toutes les philosophies, les stratégies, les tactiques qu'on met dans ma business, puis tu pourrais être dans la même industrie que moi, tu serais probablement incapable de les appliquer parce que réellement, qu'est-ce qu'on est en train d'appliquer, puis qu'est-ce qu'on est en train d'exécuter, c'est le résultat de la dernière année de brainstorm, la dernière année de fondation qu'on a été capable de mettre. Fait que même si tu essaies d'appliquer ce qu'on est en train de parler, puis que tu es dans notre industrie, puis tu veux nous casser la gueule, ben, tu es 1 an en retard. Mais c'est ça que j'essaie d'expliquer à tout le monde. OK. Donc, tu sais, je fais des talks. Là, les gens me disent, ben là, t'as pas peur, tu révèles toutes tes stratégies, tes compétiteurs vont t'écouter. Bro, let them do it. Go for it. Do it. Pas parce que je pense que toute une gang de caves qui sont pas capables de le faire, c'est juste que moi, j'évolue pas en regardant qu'est-ce qu'eux, ils font. Moi, j'évolue selon moi, mon entreprise, mon expérience, qu'est-ce que je veux, ma clientèle, mes affaires. OK? Puis moi, ben, j'évolue par rapport à moi-même. Si tu veux me copier, vas-y, fais-le. D'ailleurs, même moi, je viens de faire un nouveau groupe qui s'appelle Coffee Gang. Puis dans Coffee Gang, je vais tous vous les donner, mes trucs, au grand complet, everything. Même mes contacts, tout. Je te donne tout. Go, be me. Tu peux pas. Mais, be me, vas-y. Tu peux pas. You know, fait que travailler sur ton uniqueness. Moi, excuse-moi ce que tu voulais dire. Comme là, je suis pas l'emporter. Non, vas-y. J'adore ça quand tu fais ta coche. Vas-y, je t'écoute. Tu sais, comme copie-moi, but you're not me. Là, je pense à. J'ai un compétiteur, là, je les haïs tellement, là, bro. Là. Eux autres, quand je suis passée au Dragon, genre la semaine d'après, ils ont appelé tous mes fournisseurs. Ils ont trouvé mes fournisseurs, ils ont tous appelé. Ils ont dit on va faire la même chose qu'elle. Là, mes fournisseurs, ils n'étaient pas down avec ça. Fait qu'ils ont comme fait la même chose, mais un petit peu différemment. Puis depuis, tu sais, comme eux autres, ils checkent mon Instagram, puis quand ils voient que j'ai un client sur Instagram, ils envoient des samples le lendemain. Là. Comme Winners focus on winning, losers focus on winners. J'ai eu première moisson comme client 2 semaines après que je l'ai mis sur les médias sociaux. Même pas, moins de 2 semaines. Il avait reçu une boîte remplie de samples, puis il avait trouvé le numéro de cellulaire de la gestionnaire en charge du projet, OK? Parce qu'il y avait quelqu'un qui connaît quelqu'un, puis il a envoyé une boîte, puis on disait, ben, vous avez acheté ça de Taina, mais regardez, vous pouvez mettre ce café-là dans ces machines aussi, tiens, une boîte de samples. Mais lui, là, ce compétiteur-là, là, il n'a pas compris que c'est pas le style café ou la couleur du branding sur ton crise de packaging, la différence. Là. Ben, puis c'était justement ça mon point, c'est que si tu essaies de copier quelqu'un, OK, non seulement il y a des fortes chances que tu sois 1 an en retard sur cette personne-là, parce que qu'est-ce qu'il est en train d'appliquer, c'est le résultat des actions qu'il a mis une couple de temps, mais en plus de ça, c'était Jesse Itzler qui expliquait ça dans un séminaire que j'avais été voir. Il disait que dans un de ses cours de marketing, OK, il essayait de vendre un brand de brownies. Puis son professeur, il avait dit comme « Ah, mais je comprends pas, c'est quoi ton point de différenciation sur ton brownies? » Puis il a dit « Ben, dans le fond, mon brownies, c'est un brownie sans gluten. » Puis le professeur avait dit « Ouais, mais des brownies qui sortent sans gluten, il y en a 1 million par année. Des brownies qui sortent sans sucre, il y en a 1 million qui sortent par année. Des brownies vegan, il y en a 1 million qui sortent par année. Des brownies, dans le fond, de façon écologique, il y en a 1 million qui sortent par année. C'est quoi ton crise de point de différenciation? » Il a dit « Toute ma vie, je me suis posé la question, c'est quoi mon point de différenciation? » Puis à un moment donné, j'ai catché que mon plus gros point de différenciation, c'est moi. Tu peux pas être plus moi que moi, je suis moi. Fait que tu ne peux pas essayer de prendre ma stratégie, tu ne peux pas essayer de faire la même chose que je fais pour la simple et bonne raison, tu ne seras jamais capable de me beat à ce game-là. Amen. Mais l'affaire aussi, c'est que ça, c'est du street knowledge, OK? Quand tu vas voir HEC, puis les Kekeka, puis les Nespresso, puis ils vont te dire
Tu peux pas rattacher ton brand à toi-même. Tu dois créer une distance entre toi et ton brand. Il faut que ça stand alone. Tu sais, puis là, c'est là qu'ils s'embarquent dans des grandes campagnes de pub avec des belles petites photos du petit café qui coule, toutes ces petites affaires-là. Puis ils disent, ben là, Taina, ça scalera pas ton affaire. T'es trop attaché à ton brand. Ça marche pas. Vous comprenez pas? Je fais partie de ma différenciation. Je veux juste trouver une façon plus intelligente de le communiquer puis automatiser mes processus pour que tout le monde ait l'impression que c'est moi qui mets mes mains partout. Mais non. C'est juste une question d'intelligence puis de procéder en arrière, mais tu n'es pas obligé. Aujourd'hui, à l'heure du marketing numérique, tu n'es pas obligé de séparer ta personne de ton entreprise pour pouvoir scaler. Il y a Cora. Ah, elle l'a-tu fait, Madame Cora? D'attacher son brand à elle-même, elle l'a fait en crise, Madame Cora. Mais dis-toi que Madame Cora ne l'a même pas fait en ligne. Aujourd'hui, là, ton avantage, ça va être d'attacher. C'est pour ça que je pense à cette espèce de petit compétiteur-là, cette espèce de whatever chose bin, là, il peut même copier si ça y tente, là. C'est quoi son following, lui, personnel, sur Instagram, d'autres personnes? C'est quoi son nom? Ah, non, je ne sais pas dire leur nom. Ils savent très bien son qui. J'adore la face que tu as faite avec ça. Mais tu vois, réellement, c'est encore un cas du monde qui te disent comment bâtir ton brand alors qu'ils n'ont probablement jamais bâti de brand. Parce que quand tu regardes, OK, Tesla, c'est une compagnie qui n'est pas profitable à ce jour. Pourquoi ils sont capables de raise des milliards? C'est à cause de fucking Elon Musk. Apple, là, dans le fond, les gens, c'est qui achetaient? Ils n'achetaient pas le tabarnak de téléphone, ils achetaient Steve Jobs. Puis ça, c'est du vrai marketing. Puis ça, c'est la puissance de l'Internet aujourd'hui. Puis je pense que tu l'as vraiment compris. Puis pour de vrai, je pense que tout le monde qui va écouter ce podcast-là il y a vraiment beaucoup, beaucoup de contenu en termes de marketing. Puis encore une fois, OK? Tu sais quoi le problème? En fait, sais-tu aussi pourquoi, dans le fond, ça me fait plaisir de faire ça? Parce que moi aussi, dans le fond, Growing the Pack, réellement, je partage comme toutes mes affaires à tout le monde. Fait que mes trucs, il y a open gate, OK? Réellement, c'est que... Ah, si. Attends, j'ai perdu... j'ai perdu mon idée tellement que j'étais en feu. C'est quoi que tu avais dit avant? Ben, c'est sûrement par rapport au fait que toi, tes stratégies s'appliquent à comment toi tu veux que ça se passe. N'importe qui peut te copier. Ah, demain matin, là, moi, je vends la même affaire que toi. Là, tu penses que je vais aller me créer un pack aussi strong que le tien, genre une armée de gars que ça fait des années que tu travailles là-dessus? By the time I reach you now, tout est déjà 5 ans plus tard. Là. 100%. En train de m'apprendre d'autres affaires que je vais essayer de copier. Là. C'est calisse. Mais... Ah, si non, c'était ce que je voulais dire, c'était par rapport. Je me souviens plus. Mais oui, on a donné beaucoup de valeur. Ah oui, si je viens de l'avoir. On a tellement donné de valeur, OK, en contenu de marketing en ce moment, OK? Puis pour de vrai, si vous êtes moindrement brillant, puis vous écoutez ça, puis que vous êtes dans une niche, OK, puis que sincèrement, vos compétiteurs, ils pensent pas comme ça, ou que vous êtes dans une niche où est-ce que justement, vous vous battez contre des gros brands, là, si vous appliquez les concepts qu'on vous a dit aujourd'hui, vous allez vous différencier, votre idée va spread comme un virus, puis vous allez scale votre business, OK? Mais réellement, là, une des raisons pour lesquelles ça ne me dérange pas, c'est parce que le 3/4 du monde là, sont trop caves pour comprendre, puis là, je m'excuse de dire ça, que c'est aussi simple que ça. Ils vont dire oui, mais non, dans le fond, là, ils gardent des secrets, là, c'est que c'est plus compliqué que ça. Là. Dans le fond, c'est quoi le funnel exact que tu as utilisé, puis c'est quoi ta gueule, ça n'a pas rapport avec ça. Est-ce qu'on est encore en ligne ou ça a bugué? Non, je suis là. OK. Fait que les gens vont tout le temps essayer de surcompliquer les choses alors que c'est simple. Sois toi, OK? Montre c'est qui y a derrière le brand. Les gens, puis aujourd'hui, c'est ça qu'ils veulent, OK? Pensez à n'importe quel brand qu'il y a au Québec. Le Beach Club, ben, tu penses à Oli Primo, tu penses à Walk-In, tu penses à Max Picasso. C'est comme les brands, ils ont tout le temps un porte-parole derrière eux. Fait que ça, c'en est une chose, OK? L'expérience client, le word of mouth, votre point de différenciation. Si vous êtes juste capable de comprendre ça, vous allez tellement différencier de votre industrie. C'est pas une affaire de micro-content, c'est pas une affaire de ads, c'est pas une affaire d'être capable de hacker, dans le fond, les algorithmes de Facebook. Ta gueule, ça n'a aucun rapport avec ça. Ça a juste un rapport avec... Non, ça a rapport à donner aux gens ce qu'ils veulent.
Ça a rapport à choquer les idées, ça a rapport à donner de la valeur, ça a rapport à Bâtir une amener les gens à avoir des relation. réflexions. Bâtir une relation, c'est que le monde, ils ne comprennent pas que une business, c'est une entité. Cette entité-là va bâtir une relation avec un client ou une autre entité. C'est une question. C'est pour ça que je trouve, c'est pour ça probablement que c'est inné en toi. Probablement que tu as vraiment de la facilité à être capable de connecter avec les gens à cause de ton parcours. Est-ce que tu es devenu un caméléon, comme on disait tantôt? Mais ça te permet d'avoir cette compréhension-là innée à l'intérieur de ta business que en bout de ligne, c'est rien qu'une question de connexion humaine, c'est rien qu'une question de bâtir des relations. Puis si tu es capable de faire ça à travers un brand, à travers une compagnie, tu vas scale. Fait que, ceci étant dit, Coffee Queen, tu as lancé ta. C'est pas qu'une simple, là. Ah, excuse, vas-y. Non, vas-y. Non, mais c'est simple, là. Regarde, OK, regarde. Moi, je vends ça. OK? Toi, tu vas en acheter une pour ta mère. Pourquoi? Parce que tu as vu une photo de ça sur Instagram? Fuck non. Pour toi? Non! Parce que on suit, on a créé une relation, t'aimes ma philosophie, t'es down avec le Coffee Gang, qu'est-ce que ça stand for, qu'est-ce que ça veut dire, c'est comme ça, c'est un cadeau pour ma mère. Puis en plus, à travers mon message, tu n'as même pas goûté à mon café, mais tu le sais qu'il est fucking bon, mon café. 100%. Pourquoi? À cause de la communication des choses qu'il y a autour du brand. C'est pas parce que tu as vu 75 fois une photo d'un carrousel d'une fucking mocha rouge passer sur Instagram que tu vas l'acheter, man. Non. Non, c'est. Amen. C'est uniquement à cause de ça. Puis, sincèrement, c'est juste ça. C'est juste ça. J'aime la personne que tu es, j'ai envie de t'encourager, ben je vais acheter ton produit. Aussi simple que ça. Puis je vais tellement l'acheter que je veux l'acheter à ma famille, je veux l'acheter à ma mère, je vais probablement en acheter une pour moi aussi. Un coup rendu là. Mais. Là, faut que je fasse un petit promo code, là, c'est ça, pour la. OK, mais justement. Yo! Vas-y. On fait un promo code pour toi puis ta gang. OK, go. Pour du café. Comment tu les appelles, là, la meute? Non, c'est pas vrai. Comment ça s'appelle, ton groupe? Je vais faire un promo code juste pour toi et ton monde. Pour de vrai, le podcast s'appelle Growing the Pack pour la simple et bonne raison que je considère que c'est un mouvement de gens qui ont envie de prendre leur vie en main, ils ont envie de prendre responsabilité de leur réalité. Puis le but, c'est juste comme d'attirer plus de gens qui ont cette philosophie-là, puis d'amener plus de gens à prendre responsabilité, puis de grossir cette meute-là. Fait que c'est juste ça, mais appelle ça comme tu veux. OK, mettons, on fait un promo code qui s'appelle The Pack. OK. Puis là, tout le monde va avoir genre 10% de rabais. Tout ton monde à toi qui ont ce promo code-là. Magnifique. J'adore ça. C'est fun, ça, là. Puis ça, c'est l'affaire que je commence à comprendre du marketing en ligne. Puis regardez, guys, vous n'allez pas acheter du café parce que c'est du café, vous allez voir un beau petit carrousel d'un grain de café qui passe. Vous allez l'acheter parce que vous aimez le café, parce que ça fait 1h30 que vous écoutez moi et Julien en train de jaser ensemble, puis que vous êtes fucking down avec les affaires qu'on a dit. Puis je m'en fous de tous les gens qui sont pas down avec ce qu'on a dit. C'est pas eux, ma cible. Je m'en fous d'eux autres. Ça me dérange pas qu'ils s'en aillent et qu'ils déconnectent à la moitié. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est juste de trouver une monnaie d'échange pour que les gens trouvent de la valeur. Ils disent, hey, tu sais quoi? Elle, qu'est-ce qu'elle dit? C'est nice. C'est ce café-là que je vais boire. C'est juste ça. Amen. Justement, c'est à peu près 1h30 qu'on parle. Fait que je vais essayer de te laisser partir, mais mais en passant, j'adore tellement ça, jaser avec toi. Puis comme n'importe quand tu veux revenir, t'es la bienvenue. Puis, je suis puis sincèrement, à chaque fois que je parle avec toi, je suis boosté après ça. Puis m'enrage, j'ai envie de crisser des reins à tout le monde. Mais bon, en tout cas, ceci étant dit. J'ai envie de crisser. Même si de mes conversations avec toi, je suis comme, bon, à qui je vais prouver que je suis hot, là? Mais ceci étant dit, Coffee Queen, tu viens de lancer ta communauté, Coffee Gang. Dans le fond, j'adore ton message, j'adore ce que tu es en train de faire. Je pense que non seulement c'est brillant en termes de marketing, comme on vient de parler, mais au-delà de tout ça, je pense que justement, je pense que c'est pour ça qu'on s'entend bien aussi. On a besoin de tout ça en ce moment, un mouvement de vrais entrepreneurs qui ont vraiment fait de quoi, qui sont vraiment capables de t'expliquer comment ils sont arrivés, où est-ce qu'ils sont là, puis qui vont vraiment être capables de le partager là. Puis c'est pas dans l'optique d'être capable de te vendre un crise de cours, même par rapport à quoi que ce soit. C'est juste parce qu'on a envie de partager. Puis j'adore ça.
Fait allez voir Coffee, ta communauté, c'est Coffee Coffee Gang. Coffee Queen, vous allez tous trouver ça. Tout qu'on peut trouver. Dans le fond, il faut que tu viennes toi aussi parce que mon but, c'est d'avoir du monde qui sont comme moi, qui deviennent un peu des advocates parce que moi, j'ai pas toute l'expérience du monde non plus. Fait quand on rentre du monde comme toi dans un groupe de même, puis qu'il y a des sujets sur lesquels toi, tu as plus de knowledge ou plus d'opinion ou plus d'expérience, pour que tu viennes pousser ça pour tous les gens, pour que tout le monde puisse partager. En fait, j'aimerais ça que le groupe, ce soit genre notre podcast en live avec plein de monde. Genre, c'est ça mon objectif. C'est que tout le monde sorte de là en disant yo, fuck, j'ai lu tel article, c'était fucking vrai, Julien Bournival est venu ajouter un point qu'elle avait pas pensé, puis c'est fucking nice. C'est ça mon objectif. Nice. J'adore. Fait que allez voir Coffee Queen sur Instagram, Coffee Gang. Y a-tu d'autres places où est-ce qu'on peut le trouver? Coffee Gang, j'ai un groupe sur Facebook. Là. C'est ce que j'ai compris que c'est ça qu'il fallait faire. Fait que j'ai un groupe sur Facebook. Il y a Coffee Queen sur Facebook qui est plus comme mon online store. Fait que c'est ça. Si vous allez cliquer dessus, vous allez voir des petits carousels avec une mocha rouge. Mais c'est pas pour ça que vous allez l'acheter. Puis, sincèrement, je pense que c'est un moment important pour les entrepreneurs au Québec de se supporter, de s'encourager. Moi, j'invite tout le monde, si vous avez un choix de café à prendre, Chris, allez encourager Coffee Queen. Non seulement ses valeurs sont sa coche, non seulement elle est sa coche comme personne, elle a une crise de belle vision. Puis sa communauté, c'est sûr que je vais venir en faire partie en passant, le Taina. Fait que je suis content de t'avoir eu sur le podcast. Full merci, c'était vraiment trippant. C'était un de mes podcasts, c'est plus le fun. Ouais. Fait que, merci, guys. Bonne semaine. Ciao, guys. Si vous avez considéré que l'information, les principes, les valeurs qui ont été partagées aujourd'hui ont une certaine utilité dans la vie, vous allez non seulement vouloir appliquer les concepts, mais vous allez surtout vouloir les partager. Les partager à un ami, partager à une connaissance, partager à quelqu'un qui en a besoin. Growing the Pack, c'est avant tout un mouvement qui grandit à travers les gens qui fait grandir. C'est un mouvement qui permet de créer les leaders de demain. C'est seulement grâce aux gens comme vous qui comprennent que le développement du leadership est notre plus gros enjeu qu'on va réellement faire avancer les choses. Je vous remercie pour votre temps. Let's grow the fucking pack!